Yo 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 les potes, j'espère que vous allez bien. Yo Capet, ça va ou quoi? Bah, écoute, moi ça va super. On va pouvoir attaquer pour une nouvelle émission. On attaque la 46e émission, quelque chose comme ça. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait beaucoup, hein. J'arrive toujours pas à réaliser à chaque fois qu'on a fait autant d'émissions. Donc. Qui dans le game est plus régulier? Je me pose la question, mais pas de compétition évidemment. Bon, qu'est-ce que t'as fait cette semaine sur ce marché? Sur ce marché, j'ai testé un peu tout ce qui était shitcoin, etc. J'ai tradé quelques shitcoins liés au shitcoin de Iggy, je sais plus quoi là, la chanteuse là, la meuf qui est assez connue et tout. Ok. J'ai acheté un autre shitcoin où j'ai testé et puis j'ai été regarder un petit peu on-chain ce qui bougeait dans ce qui était plutôt liquide, qui avait du volume, qui était reconnu comme pas un scam. Et j'ai mis un petit bet sur un petit truc qui est en train de péter doucement mais sûrement, mais j'en parlerai pas parce que je veux pas inciter les gens à me rejoindre dans ces cochonneries. Mais non, en vrai, tester pas mal de trucs dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai racheté plus d'Ether. J'ai gardé mes positions sur BTC. Et j'ai pas mal surveillé ce qui se passait. Je crois qu'on n'a pas eu d'actu non plus gargantuesque sur le marché après la semaine d'avant où on avait eu justement l'approbation partielle des ETF. Donc difficile de faire plus accrocheur. Mais ouais, j'ai pas trop participé à tous les trucs qui ont ultra bien performé. Je vois qu'il y a des gens qui me parlent du jeton Not a Coin. Qui a très bien performé cette semaine. Je me souviens même plus de ce que c'est. Je sais plus, c'est un rapport avec Ton Foundation, ouais, c'est ça. J'ai pas trop participé à ça, j'ai pas trop suivi ça. Et sinon, dans les autres trucs qui ont performé, tout ce qui était Brett, je crois c'est sur Base. C'est sur Base. J'y ai pas touché. Tout ce qui était WIF, etc. On a entendu parler avant aujourd'hui de ce truc-là, Brett, parce que je l'ai découvert aujourd'hui. Bah, j'ai été regarder ce qui se passait on-chain sur Base, etc. Et c'était le top coin hier et aujourd'hui de mémoire. Par contre, pour autant, je sais pas ce que c'est exactement, mais je suppose que c'est encore un putain de meme coin qui sort de nulle part. Ça. Je suis toujours partagé entre le fait que genre c'est le libéralisme et le capitalisme à son paroxysme et le fait que c'est quand même de la grosse merde. Il y a des gens qui vont peut-être s'intéresser aux crypto avec ça. Donc après, voilà, ça permet de faire rentrer d'autres gens, je sais pas, mais bon, ça finit rarement bien. Mais voilà, j'ai pas participé dans ça, j'ai participé dans d'autres cochonneries et je vous inviterai pas à y aller. Mais voilà, on continue d'expérimenter et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu sais, il y a toute cette méta VC avec des low market cap, des grosses FDV. La plupart du temps, la partie de price discovery, donc de découverte de prix et d'upside, maintenant est de plus en plus privatisée avec la majorité de l'upside qui est capturé en VC. Ce que je veux dire par là, c'est t'as un jeton, je sais pas, il a 1. T'as des VC qui se positionnent à 1. Ensuite, il y a un autre round de VC qui se place genre à 2. Ensuite, t'as un autre round de VC qui se place à 5. Ensuite, t'as un KOL round à 10 ou à 5 avec des conditions bizarres. Et ensuite, le jeton, il est listé à 12. Et du coup, c'est-à-dire que toute cette phase de 1 à 12, bon, en fait, le retail n'a pas pu se l'approprier ou n'a pas pu participer. Et du coup, de ce fait-là, on se rend compte que tout ce qui est un peu plus fair launch ou des jetons dans lesquels les VC n'ont pas participé avec des conditions particulières, performe plutôt bien. En tout cas, c'est, je pense, pour ça que les meme coins performent bien. C'est parce que juste les gens en ont marre de cette putain de méta et envie d'avoir des fair launch et d'avoir une sorte d'égalité des chances devant ces opportunités et ces nouveaux jetons. Donc, bon, pour moi, c'est la réponse de l'écosystème à tout ça. Et en vrai, sincèrement, je le comprends. C'est juste un écosystème assez bizarre en ce moment. Bah, tu sais, t'as les moments, c'est les jetons en proof of work. T'as eu le momentum BitTensor et Kaspa par rapport à ça, justement. Et là, en ce moment, comme tu dis, c'est les meme coins. Des périodes cycliques. Bah, oui et non, dans le sens où les meme coins, pour moi, n'ont jamais eu une aussi grosse part de marché en réalité. Et je pense qu'une explication rationnelle à ça, c'est que en 2017, on a eu les ICO, ce qui permettait à peu près à tout le monde de rentrer à un prix semblable, ou en tout cas n'importe. Enfin, tu vois, à l'époque, t'avais, enfin pas 2017, mais t'avais eu c'était moins le game Ethereum, t'avais eu Solana sur CoinList, t'as eu pas mal de choses qui étaient plutôt en mode fair launch, même si sur Solana, évidemment, on va pas se cacher, il y a pas mal de VC. Donc, et après, il y a eu la bulle ICO où il y avait tout le monde qui pouvait participer, rentrer, etc. En 2020-2021, ça s'est un petit peu, c'est un petit peu changé dans le sens où les ICO, ça a été ban de plein de pays et du coup, en fait, c'était compliqué légalement d'en offrir. Du coup, on a vu que c'était moins la fête. Exactement. C'était clairement moins la fête, ouais. Du coup, on a vu les VC prendre plus de place, mais c'était encore raisonnable parce que les VC n'étaient pas encore super agressifs sur les valorisations bien avant le top de marché. Ensuite, euphorie, les VC qui deviennent de plus en plus agressifs et greedy, parce qu'en fait, ils se rendent compte que le marché valorise
très fortement certaines choses et que donc, en fait, ils peuvent se permettre de les payer plus cher qu'avant pour être sûr d'être dedans. Et maintenant, on aboutit un petit peu à la fin de ce processus où, bah, en fait, les VC récupèrent encore une plus grosse part du gâteau et payent encore plus cher que le cycle dernier parce qu'ils sont capables de revendre ces jetons à x2, x5, x10, x20, tout ça au retail, en fait. Donc, j'ai une question pour toi, justement, par rapport à tout ça, et pour le chat aussi. Est-ce qu'on serait pas dans un nouveau cycle plus organique, moins émotionnel, moins levier, et plus c'est la vraie guerre pour tout le monde? VC ou pas VC d'ailleurs, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, oui, il y a des VC qui se gavent, mais il y a aussi un nombre incalculable de façons de se planter. Je sais pas. Alors, déjà, pour peut-être compléter ma pensée, parce que j'ai quand même écarté ça, mais est-ce que les airdrops, c'est pas des nouvelles ICO? Parce qu'au final, comme on l'expliquait dans pas mal d'autres émissions, les gens déposent du capital, font gagner des fees au protocole, aux fondations, etc., dans l'objectif d'obtenir des jetons. Donc, c'est une sorte... Oui, mais ça nécessite quand même beaucoup de travail. Ça nécessite du travail et ça n'empêche pas d'avoir des gros VC qui se positionnent. Donc, ça complète d'une certaine manière le truc, mais voilà. Et dans le fait que ce cycle-là soit plus organique, etc., je pense que c'est mal parti. Je pense que c'est mal parti tant que les VC gardent autant la main sur ce marché-là. Les VC apportent des choses très positives, mais dans certaines limites, on va dire. Mais de toute façon, le réel enjeu, il se passe pas du côté du VC, le réel enjeu, il se passe du côté des teams. Parce que personne force les teams à vendre leur... Enfin, il y a personne qui force les teams à vendre leurs jetons au VC. En fait, ils le font parce qu'ils se disent qu'ils peuvent juste récolter beaucoup plus d'argent en se diluant beaucoup moins. C'est-à-dire qu'à l'époque, peut-être que tu devais vendre pour un produit équivalent, une team équivalente, etc. Peut-être à l'époque, tu devais vendre 10% des jetons ou 10% de la boîte pour avoir 2 millions de dollars. Aujourd'hui, tu peux vendre 2% de tes jetons et avoir 2 millions de dollars. Donc, je pense que certains se disent pourquoi pas en fait. Enfin, ce serait un énorme manque à gagner de donner plus à la commu plutôt qu'au VC, sachant qu'ils peuvent plus trop passer par le format ICO. Donc, quand je parle de VC, les gars, c'est des investisseurs professionnels, des venture capitalistes. Donc, en gros, c'est des entreprises, des fonds d'investissement qui sont eux-mêmes financés par des LP. Ces LP-là, ça peut être des banques, ça peut être des hommes d'affaires, des individuels qui sont assez riches, etc. Les VC, la plupart du temps, ne sont pas autonomes dans leur financement. C'est-à-dire que souvent, c'est des grosses banques, des fonds d'assurance, des gros fonds et des grosses banques qui les financent. Et je sais plus où je voulais arriver, mais globalement, je pense pas que ça va changer d'aussitôt parce que les teams ont trop de manque à gagner à faire un truc trop communautaire jusqu'au moment où en fait il y aura un énorme ras-le-bol de la communauté et on verra en fait toutes les teams qui, comment dire, cèdent à la tentation des VC avec des conditions affreuses pour le retail, en fait se faire pourrir et voir un énorme ras-le-bol du côté de la communauté. Et là seulement ça pourrait changer. Et d'ailleurs on a vu Binance justement commencer à répondre un petit peu à cette approche en disant genre, nous avec Binance Labs on fait pareil mais on en a marre les gars. C'est assez marrant de la part de Binance de dire qu'ils veulent davantage de faire launch, davantage de trucs où il y a moins des grosses FDV, etc., où il y a plus de supply qui est disponible. Mais peu importe ce que dit Binance, en réalité, Binance Labs, qui est donc la partie investissement de Binance, fait comme tous les autres VC jusqu'à ce que ça change drastiquement. Donc c'est un peu marrant de voir qu'ils... Après, ils essaient d'aller dans le sens du peuple parce qu'ils ont tendance à plutôt bien réussir leur coup, historiquement. C'est ça qui est très intéressant avec Binance. Hein. Bah ouais. Mais Binance Labs, tu vois, aujourd'hui, t'es Binance... Globalement, quand tu veux financer une équipe, tu dis l'équipe, je vais vous rendre riche. Putain, je galère, c'est une folie. C'est dur aujourd'hui, hein, toi aussi. Je vais vous rendre riche, voilà. Dans le sens. Parle moins parce que c'est dur. Quel enfer. Non, mais globalement, ils leur disent qu'ils vont devenir riches, dans le sens où en fait la capacité de distribution de Binance c'est assez incroyable. C'est comme si tu allais voir Walmart ou Leclerc. Ou tu vois tous ces supermarchés qui sont implantés dans plein de pays, qui sont qui sont tentaculaires, etc. En fait, à partir du moment où tu touches beaucoup plus de gens, t'as beaucoup plus de gens qui peuvent acheter ce jeton-là, et en plus les gens se disent c'est financé par Binance, donc c'est big. Donc c'est pour ça que des fois aussi tu vois des Binance en abuser. Et par exemple moi j'avais investi dans un round sur un jeton, ok. Je devais avoir des jetons au lancement du jeton. Binance est arrivé, oui. Binance est devenu investisseur de ce projet, et ils ont dit à tous les mecs qui avaient investi aux mêmes conditions que moi, bah les gars ça va pas se passer comme ça. On change les termes, et vos jetons, vous commencerez à les recevoir dans 1 an. Donc pour te dire à quel point Binance a une force importante et des gros leviers de négociation, en fait ils sont capables de faire changer les conditions d'investissement des précédents investisseurs. Ouais, mais pour moi, je trouve ça absolument... T'as signé un contrat pour ce round ou pas ?
C'est un peu ça le problème. Ouais. Disons qu'il est pas forcément à mon nom, mais dans tous les cas, peu importe le contrat. Oui, mais il y a en un fait, contrat. Il y a un oui, mais les contrat. projets, non, en fait, dans tous les contrats que tu signes avec ces projets-là, ils se donnent toujours le droit de faire ce qu'ils veulent, en gros. C'est comme les Ah TOS ouais. et de n'importe quel site ou service Ouais, assez big. bah, C'est en mode, peu ça importe dépend. ce qui se passera, ils se protègent le cul de tout et ils peuvent se permettre de faire ces choses-là. Donc voilà. Mais C'est je particulier. voyais que dans le chat, ça parlait pas mal de Jupiter, d'Hyperliquid, etc., qui n'ont pas de VC. Il faut pas oublier que c'est exceptionnel, tu vois. Ça n'arrive que très peu, en fait, actuellement. Moi, c'est des produits que j'aime bien particulièrement, que j'utilise très souvent. Mais c'est pas du tout la majorité des cas en termes de financement, etc. Il y a très peu de teams qui sont capables de s'autofinancer pendant un très long moment et de ne pas prendre de VC. Donc à voir. J'ai un gars dans le chat qui est intéressant. Tu sais, quand je t'ai répondu par rapport à la méta airdrop, je disais c'est quand même beaucoup plus de travail. Il m'a répondu non, pas vraiment. Sur Pendle, tu peux acheter des points en levier et attendre ton airdrop. Je trouve ça intéressant comme réponse parce que c'est pas garanti. Il se peut que des fois tes points ils valent chi, mais de manière générale, ça a tendance à payer et effectivement, ça demande pas de faire des actions de fou puisque tu achètes déjà des points directement à quelqu'un. Donc, mais tu prends du risque. Tu prends du risque parce que tu t'exposes à des smart contracts la plupart du temps, donc qui peuvent se faire péter. Tu t'exposes au fait que ton capital sous-performe le marché, plutôt que d'être juste dans Bitcoin, dans Ethereum. Potentiellement, tu peux te retrouver avec des jetons qui sont verrouillés ou du collatéral qui est verrouillé, dans l'espoir d'avoir quelque chose. Donc et en plus de ça, tu payes des frais la plupart du temps qui vont directement à la personne qui va te donner les jetons. Donc oui, c'est gratuit d'une certaine manière, mais je pense qu'on a tendance à oublier le coût de l'opportunité. Ah bah, de toute façon, l'époque des ICO, tu avais 90% des ICO qui partaient à la poubelle, hein, souviens-toi, tu prenais du risque aussi. Hein. Très 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 souvent, tu pouvais te faire niquer. Comme la période des NFT où tout le monde swipait des NFT et tout, et on connaît le résultat aujourd'hui, tu vois. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on a aussi tendance à oublier le risque de la DeFi. C'est-à-dire que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un méga gros hack ou un truc comme ça. C'est clair. Mais ça n'a pas disparu. c'est tous les jours, il y a des mecs qui trouvent des trucs de fou et ils sont bien gentils d'accepter les bounties des fondations, des équipes, etc. Mais tous les jours, il y a des trucs de fou en fait qui arrivent en DeFi. Donc vous n'êtes pas à l'abri et ça, c'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Même moi, je le sous-estime de plus en plus parce qu'on a l'habitude qu'il n'y ait pas de gros problèmes dernièrement. Mais c'est un truc à garder quand même dans un coin de sa tête. Bon voilà, je fais le vieux con, hein, mais je fais le vieux con qui a vu pas mal de trucs quand même dans l'écosystème se faire claquer la gueule. On est quand même à un stade du jeu, je l'ai vu passer tout à l'heure, c'est Cryptomash qui en a parlé, où tu vois, tu as un DEX qui se fait pirater. Donc là, en l'occurrence, c'est Velocore qui s'est fait pirater, c'était un DEX sur Linea et zk-Sync. Bah, Linea a mis en pause son séquenceur, donc la production de blocs, le temps de faire le nécessaire pour geler les fonds du pirate du côté de son layer 2. Donc on en revient vraiment à de la finance tradi, tout ce qui est plus normal. Pour info, Linea est le layer 2 de consensus. Donc on va avoir un monde en fait où on va avoir des layer 2 qui vont tenir à être le plus décentralisé possible avec des réseaux de séquenceurs, de la gouvernance on-chain, et des layer 2 où finalement ce sera des blockchains semi-publics, quoi. Ça me parle de Velocore hier, 10 millions, je sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est un DEX. C'est un DEX qui a été piraté. Ok, ouais, non, mais c'est pas majeur 10 millions. Enfin, 10 millions, j'ai pas envie de dire, c'est la routine, quoi, mais... Sur ce marché, c'est vrai que c'est pas grand-chose. On a connu pire. Surtout que rien que si tu regardes même en MEV, etc., les transactions qui se font fumer la gueule, etc., chaque jour, sans qu'on le sache, c'est pas du piratage, mais c'est genre l'exploitation genre des données on-chain pour en profiter tout simplement. Bah, on a des choses qui sont assez big, hein, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Base, que ce soit sur Solana, etc. Enfin bref, donc tout ça pour dire que 10 millions, c'est pas grand-chose, mais voilà, si jamais vous avez été affecté, évidemment, force à vous les potes. On a quelqu'un dans notre chat qui dit ICO Hondo, les gars, je suis en x30 pour l'instant, la dinguerie. Bah, tu vois, comme quoi, il y a des gens... Hondo, c'était sur Coinlist, non? Coinlist, ouais, okay. Ouais. Mais en réalité, nous, on va commencer probablement à bosser avec eux et à avoir de meilleures relations avec Coinlist parce qu'ils font des choses sympas. Mais je trouve que Coinlist, c'est un des trucs les plus plaisants, tu vois, parce que historiquement, ils ont lancé des Solana, des Hondo, enfin, même la PIC, genre historiquement, je crois qu'ils ont lancé du Flow, ils ont lancé plein de grosses cryptos, etc. Et l'approche, de ce que je vois de l'extérieur, m'a l'air quand même relativement fiable et cool, chose que tu retrouves pas partout en fait. Donc, disons qu'ils lisent pas tout et n'importe quoi et que c'est pas 100% garanti, mais ça marche plutôt bien. Hein. J'ai des collègues qui ont mangé sur Flow,
qui ont mangé sur Nier, qui ont mangé sur Casper. Là, on nous dit x30 sur Ando. On va voir ce que ça va donner pour Peak, on va voir ce que ça va donner pour d'autres jetons. Mais enfin, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de hype autour des launchpads et tout. Enfin, on a tout ce qui est autour de Binance. Je suppose que les autres exchanges jouent un peu la même méta. Mais en réalité, maintenant, c'est quoi? C'est Binance, mais c'est indirectement via le BNB. Et après, t'as les Ape Terminal, etc., où il y avait eu des dramas. T'as DAO Maker aussi, je crois, où il y a eu des dramas à l'époque. Ouais, c'est possible. C'est difficile de trouver genre des bons launchpads avec des projets qui sont quali, etc. Parce que avoir des projets sur son launchpad, c'est pas un problème, mais avoir des bons projets... On me corrige. Moi, j'ai pas jamais mal de merde aussi utilisé sur Coinlist. Ok. Je pense que peut-être on a été aveuglé par les performances de certains jetons qui sont très connus. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les jetons les plus connus sont quasiment uniquement lancés sur Coinlist. Je sais pas. On nous parle aussi, vu qu'on est dans les narratifs des FHE, alors oui, il y a une vidéo de Victor Crypto qui est sortie tout à l'heure, je ne l'ai pas encore regardée. Nous, on a sorti une analyse sur Phoenix, on est en contact avec Zama, on a l'article qui est prêt, mais qu'on va probablement dégainer autour de l'ETHCC, je ne sais pas encore, parce qu'apparemment, ils ont une annonce qui arrivera pour l'ETHCC. Voilà, je ne vous ai pas dit laquelle, mais il y aura une annonce. On est en contact indirect avec Privacy, Indo ou Inco, enfin bref, on va couvrir cet écosystème-là, vous inquiétez pas. C'est de la privacy, mais différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est de la privacy qui n'est pas faite pour de la transaction monétaire à proprement parler, mais qui est plutôt faite pour de la donnée. Donc quelque chose qui plairait aux régulateurs, au gouvernement et aux entreprises plutôt que quelque chose qu'on essaierait de bannir. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai enregistré une interview de Victor Crypto, qui sera du coup disponible semaine pro. Cette semaine, j'ai aussi publié, pour ceux qui sont intéressés, peut-être si tu veux mettre ma chaîne YouTube vite fait, je montre. Oui. Hop, j'ai partagé ton écran. Voilà. Du coup, il y a Victor Crypto qui va sortir semaine pro. Il y a Nier Protocol qui devrait aussi sortir. Je vais faire aussi, je sais pas si vous avez vu, mais historiquement, j'ai partagé des dashboards d'une Analytics où on met les informations des inflows et outflows d'ETF. Du coup, j'ai contacté le mec qui le fait, c'est un francophone, et il travaille pour Dragonfly, qui est genre un gros VC, un gros venture capitaliste. Donc, on va aussi parler d'analyse on-chain. Et du coup, dans ce que j'ai publié cette semaine, peut-être sur ma chaîne YouTube, si vous voulez montrer, il y a 2 interviews, celle avec Sébastien Borget de Sandbox et celle de Pablo Vera de Angle. Et j'ai vraiment apprécié les deux, particulièrement celle avec Pablo Vera de Angle. On parle de stablecoin. Les stablecoins, c'est des choses c'est des assets qu'on a dans nos wallets H24 et pour autant, on les comprend pas totalement. Ou en tout cas, il y a des choses qu'on oublie. Et donc, voilà, ça a été l'occasion de revenir un peu sur tous les différents stablecoins qui sont disponibles, leurs différences, comprendre à quel point ce business est profitable, quel est le plan de Circle, quel est le plan de Tether, quel est le plan d'un point de vue gouvernement, parce qu'en Europe, on prévoit toujours d'avoir des cibles ici, a priori, de ce qu'on discutait avec Pablo. Donc vraiment très intéressant, et on parlait aussi du yield, et ce qui m'expliquait, ce qui est assez fou, c'est qu'avec Mika, ce sera impossible de redistribuer du yield via les stablecoins. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler les consommateurs. C'est-à-dire que techniquement, tu pourras pas recevoir du yield de stablecoin en tant qu'Européen via Mika, de ce que j'ai entendu. Pour éviter qu'il y ait une sorte de course au yield et que ça devienne du grand n'importe quoi. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant qu'Européen, on va encore se faire voler. Alors, on se fait déjà voler avec Tether, peu importe où on est. Mais c'est quelque chose... Et Usual, du coup, qui en faisait un petit peu sa marque de fabrique, ça donnerait quoi? Je sais pas s'ils ont contourné ça avec le jeton de gouvernance ou si c'est une des raisons de pourquoi ils ont fait ça. Faudrait regarder. Mais alors peut-être je dis n'importe quoi, mais de mon souvenir, dans mon interview avec Pablo Vera, on parlait de ça en fait. Du coup, je suppose que peut-être que les petits vont essayer de le faire, mais que pour les gros, c'est assez compliqué. Et en fait, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, il y a 111 milliards de dollars d'USDT sur le marché. À 4% par an, ça doit faire 4,4 milliards ou 4,1 milliards de profit à l'année, qui devraient potentiellement être redistribués. Bon, ils le sont pas, mais en tout cas avec Circle, ils le sont d'une certaine manière, avec Coinbase, etc., parce que c'est un peu la même boîte. Mais là, ça veut dire que là, on fait une croix définitive dessus pour l'instant. Et du coup, bah, c'est un peu un vol à grande échelle. Alors après, est-ce que en finance tradie, c'est si différent que ça, tu vois? On n'est pas là pour reproduire la finance tradie, on prend plus de risques, donc autant en manger plus, hein. Ouais, mais par exemple, quand tu mets ton argent dans ton compte en banque, dans ton compte courant, en fait, c'est genre la banque qui dit que ils te doivent de l'argent, mais après, l'argent, ils en font un peu ce qu'ils veulent d'une certaine manière. Ou en tout cas, des fois, ils achètent des obligations qui leur font gagner de l'argent et ils te redistribuent pas nécessairement le yield qu'ils obtiennent avec ton argent. Enfin,
Peut-être je dis n'importe quoi dans le chat, je veux bien que vous complétiez, etc. Mais en tous les cas, je me demande où certains pourcents de yield passent, quoi. Alors que nous, on leur donne clairement de l'argent. Donc, clarifier. À clarifier. Je vous propose d'attaquer par l'actualité parce qu'on a le Fonda, on a un partenaire à vous présenter également en milieu d'émission et on a la partie AT comme d'habitude. Alors pour ce qui est de l'actualité, pourquoi je l'ai mis en blanc? Pour ce qui est de l'actualité, on a BlackRock qui dépasse enfin Grayscale avec son ETF à eux appelé IBIT avec 20 milliards de dollars en BTC. Alors, dépasse de très peu. Hein. On est à 19,7 milliards de dollars pour Grayscale. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai en description ce lien que je vous ai déjà présenté dans des émissions précédentes. On est déjà à 4,34% de tous les bitcoins en circulation qui sont sous forme d'ETF aujourd'hui. Ce qui est énorme. Avec 58 milliards de dollars sous gestion, avec une grosse partie par Grayscale, BlackRock et Fidelity. Vous pouvez le voir ici. En comparaison, de mémoire sur les derniers chiffres, il y a entre 9 et 11% des BTC qui sont détenus sur les exchanges. Donc, il faut se dire que la moitié des BTC qui sont sur des exchanges, peu importe l'exchange, hein, tous les exchanges dans le monde entier, il y a la moitié en équivalent qui sont déjà dans des ETF. Donc, c'est énorme, quoi. Ouais, on a 850 000 de BTC sous forme d'ETF, je crois. Et effectivement, si tu vas sur Bitcoin Rich List ou Nansen, etc., déjà, tu peux voir un gros paquet des bitcoins qui sont dans les mains de Binance, de Bitfinex, toujours de Binance, et j'en passe. Donc déjà, là, il y en a un bon paquet. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Bon, ça a toujours été comme ça. Et y a on s'y attendait, hein, je pense. Oui, il y a toujours une distribution entre le retail et les entreprises, et c'est des choses que vous pouvez traquer. Mais ça va être juste du BTC immobile, quoi. C'est ça, je pense, qui fait peur aux maxi, etc. C'est-à-dire que les maxi, eux, parient sur le fait que les BTC vont continuer à bouger, qu'il y aura des transactions, et donc des frais de transaction, et donc des frais qui rémunéreront les mineurs. Chose qui est amoindrie d'une certaine manière si tu as une grosse partie du supply qui ne bouge pas. Après, mon opinion, c'est que faut pas se leurrer, la majorité des BTC, ils sont pas utilisés, enfin, ils sont détenus et ils ont pas vocation à être utilisés, c'est surtout comme une réserve de valeur. Donc, enfin. Je suis pas sûr que les maxis soient inquiets par rapport à ça. Disons que quand c'est dans une proportion où, voilà, tu as 4% en ETF, 9% sur les exchanges et tout le reste des gens. Oui, voilà, c'est que si jamais ça commence à devenir beaucoup plus élevé. Imagine dans 4-5 ans. On verra, hein, peut-être. Après, bon, les ETF, au final, ils sont achetés par des individus, donc c'est pas non plus... voilà, c'est pas BlackRock, évidemment. Voilà, c'est pas BlackRock ou Grayscale qui avalent les bitcoins, voilà. Ça reste quand même dans la main des gens, c'est juste que le support, il est moins décentralisé, moins à l'ancienne, on va dire. Ensuite, je voulais vous parler de Gemini Earn. Alors, Gemini, c'est un des plus gros exchanges américains. C'est les frères Winklevoss qui étaient à l'origine du projet Facebook qui l'ont monté. Ils avaient eu une grosse galère à la suite du crash de FTX. En gros, le crash de FTX avait foutu le bordel partout, dont chez un service qui s'appelait Genesis. Genesis bossait avec tout le monde pour proposer justement à des clients en marque blanche des produits avec un yield de 4, 5, voire plus % à l'année sur du stablecoin, etc. Donc, rappelez-vous, il y avait cette mode où ces plateformes-là vous proposaient de toucher un rendement sur vos stablecoins. Gemini en faisait partie et Gemini avait subi en fait une sorte d'impayé de la part de Genesis. Ça a duré très longtemps, plus de 2 ans je crois. Et là, la situation est en train d'être résolue puisque les 2,18 milliards de dollars des clients sont restitués. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle parce que ça commence à faire quand même un sacré paquet de pognon. Voilà, donc plutôt cool. Ensuite, on a des nouvelles, si on peut dire, de ZK Casino. J'ai dit 72 heures aux investisseurs, c'était 72 heures à partir du 28 mai. En réalité, c'est déjà trop tard. Mais en gros, on a eu un tweet du fondateur de ZK Casino qui nous a expliqué qu'il y avait la possibilité de rendre les jetons Zcash pour récupérer les Ethers. Alors, je vous refais l'historique. À la base, ils avaient proposé aux gens d'investir dans le jeton ZCasino. En gros, vous déposiez des Ethers dans un contrat, on vous disait on vous rend vos Ethers et en plus, vous gagnez des jetons ZK Casino. C'était pas en mode airdrop et tout? Je crois que si. Pas en mode farming et tout? Je crois pense pas que c'était un achat. Non, c'était pas un achat. C'était donnez-nous. Déjà, la promesse était bizarre de base. Donnez-nous, on va vous rendre vos Ethers et on va vous rendre des jetons ZCasino. C'est un peu. Je sais pas si c'était la promesse. Moi, je me demande si c'était pas un peu comme Blast où genre juste tu bridgeais tes Ethers dessus, tu l'utilisais, tu farmais, etc. Et ensuite, t'aurais potentiellement un airdrop. Mais là, en fait, ce qu'ils avaient empêché, c'est de bridge back en fait. C'est donc de renvoyer tes fonds. Sur Ethereum, quoi. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les fonds étaient bloqués. Ensuite, ils ont dit on va convertir vos jetons Ether contre des jetons Zcash avec un taux de conversion à 1 Ether égale je sais plus combien de jetons. Et là, en fait, ils nous expliquent que on a la possibilité de bridge back les jetons. Je disais à une valeur monstrueuse la conversion. En gros, ils mettaient un prix de zinzin. Donc, en gros, tu te faisais en même temps diluer, quoi.
Et donc là, en gros, la promesse, c'est quoi? Si vous bridgez back, vous récupérez vos Ethers. Si vous bridgez back pas, vous gardez vos ICAS qui seront débloqués progressivement avec le vesting, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il fait un article de blog zCasino sur le Medium, mais on n'a pas de tweet sur le Twitter officiel de zCasino, on n'a que un tweet sur son Twitter à lui. La deadline est passée, on n'a pas de nouveaux tweets, on n'a pas de nouvelles, rien du tout. Donc là, la seule chose qu'on peut attendre, c'est qu'il n'essaie pas de nous enfumer ou alors qu'il n'y ait pas confiance, hein. Une procédure qui dure je sais pas combien d'années, parce que là, de toute façon, la justice va s'en mêler, c'est évident. Mais comment ça, même comment ça, 72 heures genre, à quel moment c'est-à-dire que t'es à l'étranger, t'as pas accès à ton wallet, t'es baisé. Mais il n'y a rien qui va, Léo, de toute façon. Honnêtement, c'est un pur scam. Du début à la fin, ça n'a aucun putain de sens. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que les gens récupèrent leur fric. Donc il y avait une rumeur comme quoi il y avait une des personnes à l'origine de zCasino qui s'était fait arrêter par les autorités. Visiblement, c'est pas lui parce qu'il est encore en capacité de tweeter. Ça faisait quand même quelques temps qu'il n'avait pas tweeté depuis le 9 mai. Et maintenant, on attend de ses nouvelles. Yo Apache, j'ai vu ton message WhatsApp, mais non, je viens pas game, je suis en live. Ensuite, on a les validateurs de Solana qui recevront désormais 100% des priority fees. Alors, pour vous expliquer cette news, en fait, il y a deux systèmes de frais sur Solana. Il y a les transactions classiques et il y a les transactions que vous pouvez faire passer en priorité. Ces transactions-là, vous êtes sûr qu'elles ne sont pas rejetées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'il y avait beaucoup de transactions qui ne passaient pas. En réalité, c'était beaucoup de transactions pour les bots qui spammaient, pas beaucoup pour les utilisateurs finaux. Mais bon, j'entends des sons de cloche différents sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que quand vous dépensiez sur ce système de transactions prioritaires, il y avait 50% de ces frais qui partaient dans les poches des validateurs et 50% qui étaient burn. Et en fait, il n'y aura plus de jetons du tout qui seront burn. Maintenant, ça partira intégralement dans les poches des validateurs. Le but étant de motiver les validateurs à sécuriser le réseau, motiver les gens à créer des validateurs et donc participer à la décentralisation progressive du protocole Solana. Donc voilà. Plus d'inflation, mais potentiellement une meilleure décentralisation et un meilleur yield pour les validateurs. C'est ça, exactement. En sachant que quand tu vas sur Nakaflow, alors toujours prendre avec des pincettes, mais tu as ce fameux coefficient de Nakamoto qui est une espèce d'estimation pour les chaînes en Proof of Stake de la décentralisation. Comme par hasard, je suis en live, ça ne charge pas. Donc je pense que ce sera sans nous aujourd'hui. Dommage, mais voilà, Solana fait partie au final des blockchains en Proof of Stake les plus décentralisées, hein, parce qu'il faut quand même un certain nombre de validateurs. Il faut avoir un certain nombre de tokens, un très très gros nombre de tokens pour être en capacité de corrompre les plus grands validateurs et donc de prendre la main sur le réseau. Et après, c'est forcément le jeu de la capitalisation, parce que si ton jeton vaut rien, c'est facile de l'acquérir a priori s'il y en a qui sont sur le marché. C'est ça, plus c'est capitalisé, Par mieux contre, voilà, Solana, c'est 75 milliards de market cap. Donc, il va falloir y aller pour corrompre, je pense. Et c'est la grande course des chaînes en Proof of Stake. Alors, ce sera jamais au niveau du Proof of Work pour la simple et bonne raison que quand tu sens sur une chaîne en Proof of Work que c'est en train de partir en sucette, tu as juste à débrancher ton matériel et changer de mineur. En Proof of Stake, la latence, elle est un petit peu plus longue quand même. Mais bon, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, on n'a pas vu, heureusement, sur des grosses chaînes en Proof of Stake, des attaques catastrophiques. Jusqu'à présent, le marché c'est plutôt bien autogéré. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Hein. Alors, disons pas sur des coins majeurs, quoi. Ouais, non, mais même de manière générale, j'en ai pas le souvenir, tu vois. C'était que des petites cryptos à la con à l'époque, en Proof of Work d'ailleurs, mais pas en Proof of Stake. Ensuite, on a PayPal qui déploie son stablecoin PYUSD sur Solana. Historiquement, donc c'était un stablecoin qui était uniquement sur Ethereum. Maintenant, il va être aussi sur Solana. Et voilà, le petit argument, c'est de dire que pour du paiement, Solana est mieux foutu que le Layer 1 Ethereum avec des transactions quasiment instantanées, des frais extrêmement bas, etc. Ils ont même fait une petite démo avec Solana Pay et le wallet Phantom où on voit que c'est plutôt instantané. Generate Payment Code. Pour continuer, on a la présidente de la bourse de New York qui envisage de lister des cryptos si la régulation s'éclaircit. J'ai voulu vous en parler parce que, en gros, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on continue d'aller dans le bon sens en termes de réglementation, et c'est visiblement ce qui est en train de se passer, que ce soit les ETF, les lois pro-crypto, etc., il se pourrait que la bourse de New York se mette à proposer des échanges en crypto et ça ramènerait encore plus de capitaux sur ce marché aussi. Voilà. Ouais, mais ce serait vraiment une news assez folle parce que, en plus des ETF qu'on a, etc., là, c'est vraiment le chemin royal pour les instituts, quoi, parce que, beaucoup passent par le New York Stock Exchange et, là, ce serait vraiment une bonne nouvelle, je pense. Mais ça montre à quel point, c'est pas clair, parce que si même eux se refusent d'y aller, c'est que, il y a des risques assez systémiques qui veulent pas être en procès avec la SEC. C'est ça. On en et revient être le toujours énième à la pigeon, même quoi. chose.
on en revient toujours à la même chose, c'est ça. Ensuite, pour terminer, on a JP Morgan qui prévoit une réaction négative pour les ETF Ethereum Spot quand ça sortira, parce que c'est pas tout à fait terminé, rappelez-vous. Et ils disent que ce serait plutôt négatif parce que contrairement à Bitcoin, il n'y a pas de halving sur Ethereum, qu'il n'y a pas l'option de staking sur les ETF et que pour eux, ça ferait un produit moins attractif. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec JP Morgan, c'est qu'à chaque fois, il est tout le temps Jamie Dimon, du coup, le oui, le CEO. Mais bon, il parle au nom de l'entreprise, du coup. Il est tout le temps en train de parler en mal de l'écosystème. Hein. C'est très très rare qu'on le voit parler positivement, si ce n'est pour dire bon bah. Il a toujours dit que c'était un scam et qu'il irait virer les gens qui ont des cryptos chez lui. T'imagines? C'est ce qu'il disait à l'époque. T'imagines cette top de la Fed que c'est? mais du coup l'argument du halving, bon, on souffle quoi. Ouais. Parce que du coup l'inflation sur Ethereum est plus faible que sur Bitcoin. Donc bon, à part s'il parle de la narrative en elle-même. Et pour ce qui est du staking, je le comprends parce qu'en réalité, comme on l'expliquait sur les dernières émissions, en fait, les Ethers qu'il y aurait dans les ETF Ethereum Spot, bah, ils ne seraient pas stakés. Et donc, en fait, ils ne profiteraient pas du yield obtenu par le staking. Donc, c'est pénible, c'est laisser de l'argent sur la table d'une certaine manière. Mais je pense que les gens qui ont du Bitcoin ou qui veulent potentiellement s'exposer à Ethereum, eux, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est que les prix ils montent. C'est pas forcément d'avoir 1 ou 2% en plus, et c'est d'être en capacité justement de se protéger d'une certaine manière avec des monnaies digitales, ou du moins de s'exposer à un minimum à cet écosystème, quoi. Et non, c'était pas pour terminer, pardon, il y a aussi une petite nouvelle par rapport au réseau EOS, où ils ont fait passer enfin une proposition de gouvernance sur le réseau, parce que historiquement, vous le savez, ce projet EOS, il a été créé par une entreprise qui s'appelle Block One, mais il y a une fondation poussée dehors Block One du projet, et donc c'est devenu un projet beaucoup plus communautaire, bien trop tard, je dirais. Et donc jusqu'à présent, EOS, c'était maximum supply de 10 milliards de jetons, avec une inflation illimitée, en sachant qu'on est sur un taux d'inflation de l'ordre de 4% par an. Bah déjà, il cap à 2,1 milliards le nombre maximum de jetons. Honnêtement, ça change pas grand-chose, si ce n'est que ça affichera sur des CoinGecko et des CoinMarketCap des fully diluted beaucoup plus basses. Et on aura un système de halving tous les 4 ans, donc j'imagine que l'inflation passera de 4% à 2% après, et un nouveau système de marché. Il faut savoir que cette news, comme on s'y attendait, n'a eu absolument aucun impact sur le cours de l'EOS. L'EOS, c'est vraiment à la cave. J'ai rien contre le projet, hein. Je l'ai beaucoup suivi. Pour ceux qui suivent les émissions depuis 3 ans, vous le savez. Mais là, EOS, c'est difficile à sauver. Alors, ils intègrent des trucs, hein, des finalités plus courtes, la techno IBC de Cosmos, etc., etc. Mais ouais, il se passe rien, quoi. Et je me suis pas amusé à regarder, par contre, sur Defiliama ce que ça donnait. Mais il me semble que c'est pas fameux. Non, mais c'est mort. Il y a quasiment, je dis bien quasiment personne qui build par-dessus. Il y a rien qui se passe. Je connais personne qui l'utilise, quasiment. Moi, j'attends rien des EOS. Et bon, voilà, s'il y a une surprise, tant mieux pour les holders, etc. Mais bon, j'y crois vraiment zéro. Juste pour répondre à la question dans le chat, ils ne seraient pas stakés ou les acheteurs ne recevraient pas le yield en parlant des ETF Ethereum Spot. En fait, le truc, c'est que s'il y a un yield, pour la SEC, ce serait considéré comme une security, pas comme une commodity, parce que l'or ne génère pas de yield direct. Enfin, tu ne perçois pas une sorte de dividende en ayant de l'or, ni pour l'argent, ni pour... Enfin, et le fait qu'il y ait des sortes de dividendes qui soient distribués, ça pourrait considérer Ethereum comme une security. Or, ils l'ont considéré comme une commodity. Donc, dans un temps 1, en fait, le staking ne fera pas partie des ETF. C'est-à-dire que les Ethers, de ma compréhension, ne seront pas stakés. Donc, c'est juste que... vu qu'ils ne seront pas stakés, le yield ne sera pas distribué. C'est pas qu'ils seraient stakés et qu'ils n'auraient pas le yield, c'est que juste ils ne seraient pas stakés, donc pas de yield. Et on se dirigerait potentiellement vers quelque chose qui pourrait bouger, mais je pense pas qu'il faille attendre quelque chose tout de suite du côté des ETF Ethereum Spot pour le staking. Beaucoup l'expliquaient du côté des analystes que ça se ferait en 2 temps. Dans un premier temps, on fait des ETF Ethereum Spot sans staking, et puis par la suite, en fonction de ce qui se passe d'un point de vue régulation, et je pense d'un point de vue qui gère la SEC, etc., à ce moment-là, on ajuste le tir, parce que ça pourrait reclasser, rechanger la catégorisation en termes d'actifs que Ethereum a reçu. Et je suis tombé sur ça tout à l'heure. Alors, je ne sais pas pourquoi, en une semaine, j'en ai pas entendu parler, mais bon, mieux vaut tard que jamais. La mise à jour Pectra d'Ethereum, donc la prochaine grosse mise à jour, serait potentiellement déployée au premier trimestre de 2025. Donc, ce sera probablement plus mars que janvier, vous connaissez, à force avec Ethereum. Et donc, au niveau des nouveautés à retenir, pour le moment, on aurait apparemment des améliorations au niveau de l'abstraction de Kant. On aurait une solution PeerDAS pour la solution
d'échantillonnage de disponibilité de données, donc ça va probablement améliorer les performances du réseau, un peu à la manière de ce que feront déjà des réseaux comme Celestia pour vérifier rapidement les données à l'intérieur du réseau. On aura aussi la possibilité pour des validateurs d'avoir entre 32 et 2048 Ethers sur leur validateur. Et plus uniquement 32. Et plus uniquement 32 ou 32 et des patates. Donc ça permettra d'avoir potentiellement beaucoup moins de validateurs dans tous les sens. Et là aussi, sans forcément avoir d'effets négatifs sur le réseau, et bien créer des effets positifs, parce que si l'information elle jongle entre beaucoup moins de validateurs, et bien ça améliore les performances du réseau. Et aujourd'hui, Ethereum, c'est des centaines de milliers de validateurs, je crois. Si tu vas Est-ce qu'on s'apercevrait pas que le réseau est plus centralisé qu'il ne l'est avec ça? Parce que en fait, le problème, c'est que en fait, en termes d'infrastructure, c'est hyper chiant à gérer en fait. Parce que ça veut dire que du côté de Lido, en fait, tous les 32 Ethers, ils doivent recréer un. Enfin, ils doivent avoir de nouveau de l'infra qui se déploie, quoi. Alors qu'il pourrait avoir beaucoup 1 million moins de validateurs. 1 million de validateurs. Est-ce qu'on en a besoin d'1 million? Est-ce que des dizaines de milliers, c'est pas entièrement suffisant pour avoir un réseau suffisamment décentralisé et robuste, tout en gardant des meilleures performances? Je pense qu'on peut aller sur des dizaines de milliers, ce serait pas mal. En tout cas, c'est l'objectif. En tout cas, ce chiffre, il baisserait drastiquement oui, en toute logique. Ouais. Tu vas pas t'embêter à gérer. Tu peux faire un divisé par 2 au moins, non? Facile, parce qu'en fait, bah, ça fait moins d'ordinateurs à gérer, donc t'as pas besoin d'acheter plein de machines différentes. Bah, les Lido même, virtuels, tu vois, les Lido, ouais. je pense qu'ils vont faire pas mal d'économies avec ça. Et aussi, on a le fait, quand tu dois mettre à jour quelque chose au niveau du client, etc., faut te connecter individuellement sur chaque truc à gérer, c'est monstrueux, tu vois. Donc, si on passe de 32 à 2048, oui, on sera beaucoup plus de divisé par 2, à mon avis. Hein. Je voulais pas être trop pessimiste. Enfin, moi, je pense qu'on va diviser par 10 surtout. Tu vois ce que je veux dire. On va diviser par 10. Je pense. Un petit divisé par 5 au moins. Je pense que ça me semble jouable. Je lis le chat, je comprends pas tout ce qu'il me raconte des fois. Ensuite, pas si vite. Alors, on a sorti 2 analyses fondamentales. La première analyse d'un projet FHE avec Phoenix. Première, mais pas dernière, rassurez-vous. Donc, Phoenix, c'est quoi? Ça va être le premier roll-up d'Ethereum basé sur la technologie FHE de Zama. Vous savez, il y a plusieurs intégrations de la technologie FHE. Zama fait partie des premiers avant-gardistes, mais il n'y a pas que, même s'il y a quasiment que eux dans l'écosystème crypto. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de proposer un roll-up et un coprocesseur Ethereum en partenariat avec EigenLayer pour ajouter une couche de vie privée à des applications qui en ont le besoin. Donc, je vous laisserai bien sûr regarder tout ça. Le jeton n'est pas sorti. Ils ont levé des fonds et je pense qu'ils vont continuer de lever des fonds. Je n'ai pas du tout d'idée de quand le jeton va sortir, mais il y a moyen que ça sorte d'ici la fin d'année. On a également sorti une analyse fondamentale de Wormhole. On avait déjà sorti Axelar et Layer 0, donc ça vient compléter les autres. Et dans cette analyse, on vous explique déjà le principe. Donc, un protocole de messagerie avec son propre Layer 1 pour avoir de la décentralisation, de la gouvernance et donc faciliter les échanges de données et d'actifs entre différentes chaînes, mais avec des approches qui sont différentes. Et justement, on s'est proposé pour vous faire un rapide comparatif entre Wormhole et Axelar, mais également Wormhole et Layer 0 que je vous laisserai lire. Mais dans les grandes lignes, je l'ai noté. Il faut voir Axelar comme quelque chose de plus décentralisé, on va dire. Axelar va chercher, tout comme Layer 0, à avoir plus de partenaires, plus de chaînes, etc. Là, Wormhole, ça va être plutôt écosystème EVM et écosystème Solana, où ils vont essayer de gérer ça vraiment correctement. Donc, une approche plus fermée, peut-être plus institutionnelle, même si, bon, il y a un jeton de gouvernance. Je vous laisserai donc lire tout ça. Ensuite, ce qu'on disait plus tôt, le fameux piratage du DEX Velocore. À la suite du piratage, Linea n'a pas cherché à comprendre. Il nous explique qu'ils ont mis en pause le séquenceur pendant un certain nombre de blocs. Donc un séquenceur, c'est quoi? En fait, c'est la machine qui produit les blocs. Hein, puisque pour le moment, tu n'as pas de réseau de séquenceurs décentralisés comme tu pourrais l'avoir avec plein de validateurs, etc. Et donc, ça a duré quand même un certain nombre de blocs. Le but étant... Un bloc? 2 blocs? 2 blocs. Il me semblait que c'était plus, pardon, mais ouais, il y a 2 blocs. Le bloc 00 et le bloc 01. Voilà. Le but étant de permettre aux développeurs de Velocore d'essayer de récupérer les fonds. La décentralisation, c'est aussi pouvoir appuyer sur un bouton pour tout mettre en pause. Je voulais vous parler de cette vidéo que j'ai faite avec Xfoudre, où on a pris le temps de vous parler de Multiversix. Voilà, pour les curieux, que ce soit les fâchés comme les passionnés, on parle de toutes les nouveautés liées à Multiversix, donc les chaînes souveraines. On parle également de leur volonté de devenir aussi une sorte de protocole de messagerie, au même titre qu'Axelar, Layer 0, Wormhole, etc., en intégrant à la fois leur machine virtuelle WASM à eux, mais aussi d'autres machines virtuelles comme le VM.
puisqu'ils ont une chaîne souveraine EVM. On vous parle aussi du Gravity Layer, qui est en fait leur protocole du restaking, et des différentes nouveautés liées au Layer 1. Donc c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la parenthèse sur la décentralisation de Multiversix, où en fait, on apprend que, je ne le savais pas, tu vois, rien que sur le bloc Explorer de Multiversix, on peut voir en fait qui sont les validateurs qui ont le plus de nœuds, avec en pole position Multiversix eux-mêmes, Meria et Staking Agency. Et en fait, ce qui se passe, c'est que progressivement, depuis une mise à jour assez récente qui s'appelle le Staking V4, tu as en fait certains nœuds qui vont être expulsés, mais pas expulsés en mode c'est une perte sèche. En fait, au lieu d'avoir cette quantité limitée de, je crois, quelque chose comme 3300 validateurs sur tout le réseau, et donc attendre que des gens sortent du réseau pour que toi tu puisses t'y ajouter, et là en fait tu as un espèce de système d'enchères où tu vois ces gros validateurs qui ont un grand nombre de nœuds pour eux vont se retrouver avec certains nœuds qui vont être déposés aux enchères, et ceux qui vont vouloir rentrer vont pouvoir récupérer le pouvoir sur ces nœuds. Le but étant de ne pas avoir une grosse partie des nœuds qui soient gérés par les 6 plus gros validateurs, le but étant du coup d'avoir un meilleur coefficient de Nakamoto. Donc j'ai trouvé ça très intéressant personnellement. Donc pas mal de technologies ressemblant à du Cosmos, du Avalanche, etc. Est-ce que ça prendra? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ensuite, au niveau des nouveautés, j'aime bien reprendre un peu les actualités weekly de notre ami Defi Investor, qui nous explique notamment que Mina va activer les ZK Smart Contracts à partir du 4 juin. Il me semble que jusqu'à présent, Mina Protocol ne gérait pas encore les smart contracts, donc ça va arriver. Est-ce que ça va être vu positivement pour l'appréciation du jeton dans un monde où on voit du ZK un petit peu partout? Je sais pas. Pour le moment, c'est vrai que ça n'a pas trop bougé. Tu surveilles un peu toi, Mina, des fois, Léo? J'ai juste vu que Ice Capital et Sam s'étaient positionnés dessus. Ça fait un moment, ouais. Mais j'ai pas touché perso et ça m'attire pas du tout. Je n'entends jamais parler à l'exception de Sam, effectivement. Donc je sais pas trop quoi en penser. Il paraît que c'est des gars qui sont bons et tout. Mais aujourd'hui, je vois tellement de roll-up ZK que je me dis pourquoi Mina plutôt qu'un autre, tu vois. Franchement, je suis pas capable actuellement de répondre à cette question. Ensuite, on a une proposition d'Arbitrum qui se terminera le 7 juin, où on va passer d'Arbitrum Sepolia à Arbitrum Stylus, que je vous avais présenté plusieurs fois. Donc Arbitrum Stylus, ça va être une grosse mise à jour pour cet écosystème de Layer 2, Layer 3, etc. parce que ça va permettre de gérer à la fois la VM, EVM comme d'habitude, mais aussi une autre VM qui est Wasm, je crois. Le but étant de réduire la computation, enfin réduire le prix de computation. Je suis désolé, là j'ai un gros coup de barre. Donc des prix moins chers, plus de performance, la possibilité de coder des smart contracts en Rust, donc avoir un Arbitrum qui ne se limite pas seulement à l'EVM, et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je vous parlais l'autre jour de Fluent qui va faire un petit peu la même chose, en proposant plusieurs VM. On a Initia qui va le faire, sauf que Initia va sortir son propre Layer 1, donc eux, ils vont proposer de l'EVM, de la VM Move et de la VM Solana, je crois. EVM plus Move plus Wasm. Il n'y a pas celle de Solana, excusez-moi. Le but étant au sein d'un même état, on va dire, au sein d'une même machine, donc pas avoir des sous-réseaux, des trucs bizarres. On a un même système, mais qui gère différents langages de programmation et différentes exécutions. Donc les multi-VM, ça va arriver de plus en plus. Ça va servir à quoi? Ça va permettre de pouvoir onboarder toutes sortes de développeurs et pas forcément des développeurs spécialisés Ethereum ou spécialisés Solana ou Wasm ou autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a également des nouvelles de l'alliance ASI avec les jetons Fetch, Singularity et Océan. La migration se fera autour du 13 juin. Il y a une première migration du jeton FET en ASI qui va se faire le 11 et pour les autres jetons, ça va se faire autour du 13 juin. Et de ce que j'ai noté à ce sujet-là, il faut que je retrouve, voilà, on aurait une capitalisation de l'ordre de 6 milliards pour ce projet d'Epine IA. Et en regardant 6 milliards de capitalisation, ça nous le ferait popper autour du top 25 des crypto-monnaies, bien devant BitTensor. Donc ça va être intéressant à surveiller. Est-ce que ça va relancer un drive au niveau de la narrative IA d'Epine? Peut-être. En tout cas, ce sera plus facile de s'exposer à la narrative si tu as un jeton qui couvre plusieurs secteurs, plusieurs champs d'application, plusieurs technologies. C'est surtout que, tu vois, nous, on a le nez dedans tout le temps. Mais les gens qui découvrent un peu le marché des crypto-monnaies, ils regardent les plus gros en premier. Logique, tu vois. Et donc, de voir un truc popper top 25, ça va peut-être piquer leur curiosité. Moi, je me pose la question de est-ce que la narrative IA a, entre guillemets, été déjà trop valorisée ou est-ce qu'il y a encore de l'upside? Et j'ai du mal à croire qu'on vive dans un monde qui soit de plus en plus associé à l'IA et de voir cette catégorie ne pas encore davantage péter. Je suis du même avis.
Et quand je vois ce qui se passe sur Solana, sur NIR, sur tous les projets IA qui se développent, je pense que, enfin, moi personnellement, je n'irais pas fade cette trend. Enfin, peut-être que je suis trop old school et que j'utilise pas tous mes neurones, etc. Mais, enfin, du côté de la TradFi, l'IA est très appréciée, très valorisée. A priori, c'est pas parti pour s'arrêter. Et aujourd'hui, pour ce qui est de l'écosystème crypto, c'est encore minuscule à l'intérieur de tout ça. Donc, moi, je pense que l'IA va continuer à se développer. Donc, après, voilà, c'est mon bet. Je suis exposé, j'ai des bagues qui sont associées à des jetons IA. Donc, je suis probablement biaisé. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais voilà. Après, évidemment, il y a toujours ce moment où une nouvelle technologie arrive, beaucoup de gens se l'accaparent et font pas forcément des choses extraordinaires. Et du coup, on a peut-être tendance à survaloriser les choses au début. Je vois des gens dans le chat qui disent que l'IA, c'est pour l'instant bullshit. Non, je suis pas d'accord. Enfin, l'IA et les cryptos, c'est bullshit, mais je pense sincèrement qu'on devrait avoir bon espoir. Parce que je pense qu'en termes de possibilités techniques ou même d'interface, je pense que c'est vraiment une bonne chose. On voit plus ta cam si jamais. Mais Ouais. je pense sincèrement que c'est assez ouf et que Je on m'occupe de la cam se rend dessus. pas encore de l'impact que ça pourrait avoir sur l'écosystème. Alors, encore une fois, peut-être que j'utilise pas tous mes neurones, mais c'est mon opinion sur le sujet. Ah, c'est chiant. J'ai une micro coupure de réseau et ça m'arrive assez régulièrement en ce moment. La cam devrait revenir. Si c'est pas le cas, je m'en occupe. Je voulais absolument vous montrer cette image-là. Ionet aurait visiblement les cartes graphiques les moins chères pour les professionnels avec des A100 et des H100. Moins cher que Lambda, moins cher qu'Amazon, etc. Et dans la même logique aussi, je vous avais déjà présenté ça. Ma cam est revenue, tu confirmes? Parfait, ouais. Ouais, super. Et on a Prime Intellect, je vous avais déjà présenté, qui va être un comparateur de toutes les solutions décentralisées comme centralisées au niveau des prix. Et je pense que c'est exactement de ça dont on a besoin pour l'adoption. C'est-à-dire qu'il va y avoir une vraie guerre au prix et puis aux offres et à la stabilité. Et tu vas avoir de l'arbitrage au final. Ça va rendre le système beaucoup plus efficient parce que si tu payes un à gauche et que tu payes deux à droite et que les deux ont la même stabilité, la même performance, etc., avec des solutions qui poussent plus à payer à 1, en fait, le compromis va finir à 1,5 et on aura un marché qui est beaucoup plus efficient, un peu comme ce qui se passe du côté des yields en DeFi en réalité. Oui, et là on parle de puissance de calcul, de carte graphique, etc. Mais ça peut être, on peut parler aussi en token par seconde. Tu sais, tu as des IA qui peuvent répondre à plus ou moins aux mêmes questions, mais avec plus ou moins de vitesse. Donc tu as des services qui se construisent par-dessus. Et donc tu as des entreprises concurrentes qui se font la guéguerre de qui va proposer le token par seconde le moins cher. Et donc là c'est pareil, tu peux avoir un arbitrage qui se fait en fonction des différents services. Donc ça va être très intéressant à surveiller. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Alors oui, j'ai pas tout compris. Bon, RIS0, je vois à peu près ce que c'est. Optimism, je sais ce que c'est. Là, on nous explique qu'avec la technologie de RIS0, on va pouvoir avoir des... comment ils appellent ça exactement? Des preuves ZK, voilà, des validity proof RIS0 dans l'OpenStack. C'est-à-dire que Optimism comme Arbitrum, ce sont des optimistic rollup, mais ils vont pouvoir intégrer des preuves ZK comme le font déjà certains ZK Rollup, en passant par la technologie RIS0. On en revient à ce que je te disais, Léo, souviens-toi, on va avoir le meilleur des deux mondes. On va pouvoir proposer une intégration optimiste, des transactions optimistes pour avoir des transactions moins chères, plus rapides, etc., tout en gardant le côté preuve mathématique du ZK pour profiter des deux mondes. Et c'est là où il va falloir que les concurrents qui sont exclusivement ZK, type Starknet et autres, se magnent le cul pour pouvoir proposer vraiment une différence. Parce que sinon, Optimism et Arbitrum vont leur mettre une grosse vitesse, je pense. Peut-être naïvement, mais je pense. Parce que quand tu regardes un peu l'usage, il n'y a pas photo, quoi, en tout cas, en termes de TVL. C'est la gifle. Hein. Parce que ça, c'est Optimism, c'est Optimism, c'est Optimism. Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais rien qu'à eux, ils prennent tout le gâteau. Hein. Ensuite, on a eu l'annonce de Stargate V2, qui est le bridge de Layer 0. Stargate V2 qui propose des nouvelles fonctionnalités. Donc, vous aurez la possibilité, avec ce nouveau bridge, de choisir si vous voulez une transaction instantanée. On t'entend plus, je crois. Ah, c'est bon, c'est back. Ok. Oh, c'est back. Ouais, Quel cauchemar. Tu m'entends? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je sais pas si c'est lié au son de la vidéo en même temps ou quoi, mais c'est pas grave. Ça marche. Je disais, ouais, en gros, Stargate V2, déjà intègre Solana, parce que visiblement, c'était pas le cas. Et on a également la possibilité de choisir entre des transactions instantanées et plus chères ou des transactions moins chères qui sont batchées
Donc ils représentent ça sous forme de bus. Le but étant de mettre plusieurs transactions dans un lot et de faire une exécution sur le lot et donc répartir ça de sorte à ce que ça coûte moins cher pour l'utilisateur final. Et aujourd'hui, ils se vantent d'avoir un bridge moins cher encore que ce que fait Eucross. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Aujourd'hui, Eucross, c'est un petit peu le king, hein, pour la simple et bonne raison qu'ils ont libéralisé le marché pour permettre les transactions d'une chaîne à une autre, ce qui permet d'avoir des transactions extrêmement rapides et pas chères. C'est pour ça qu'ils ont une grosse partie du volume actuellement. Et c'est intéressant parce que tu vois, Eucross aujourd'hui, volume en un mois, on est à 1 milliard de dollars quasiment, avec 106 000 transactions, alors que Stargate, voilà, on est à 7 000 transactions avec un volume bien moindre, mais peut-être que ça va s'améliorer. Moi perso, j'étais surtout des bridges, parce que jusqu'à maintenant, ça a fonctionné super bien pour moi. Parce que je sais pas s'il y avait plus de chaînes ou pas, mais genre c'était vraiment simple à utiliser, j'ai pas eu de friction. En même temps, je pouvais farmer un airdrop. Et c'était trop agréable en fait, parce que voilà, genre peu importe la chaîne, etc., genre ça marchait bien. Alors je suppose qu'il y a plein d'autres solutions qui font exactement la même chose, mais moi j'ai vraiment apprécié. Donc eux, c'est plutôt EVM Solana, je vois qu'il n'y a pas Cosmos. Ouais, bah en fait tous les écosystèmes que moi j'utilise personnellement, donc... Yes, et ben justement, je vous propose d'enchaîner sur un truc encore plus complet, qui est sorti il y a peu. C'est la fonctionnalité SwapFast de Leap. Donc Leap qui est un wallet sur Cosmos. Et cette fonctionnalité, elle permet de bridger de l'écosystème Solana à l'écosystème EVM, à l'écosystème Cosmos. C'est extrêmement complet, j'étais assez choqué honnêtement. Alors il n'y a pas tout, mais il y a quand même un sacré paquet de chaînes, hein, honnêtement. Donc tu as tout Cosmos, plus les grosses chaînes EVM. Donc là, on nous met en évidence Polygon, mais tu vois, si tu tapes Arb, tu as, si tu tapes Base, tu as... donc les plus grandes sont là. Donc vous pouvez connecter soit un wallet Kepler, soit un wallet Leap, soit un wallet MetaMask. Je vois qu'il n'y a pas Phantom. Je sais pas trop comment ça se fait, mais ça doit fonctionner. Si, il y a Phantom. Voilà. Faut le sélectionner. Là, il y a Phantom. Franchement, très très lourd. Donc en fait, j'ai installé le wallet tout à l'heure pour tester par curiosité. Donc tu as la fonction swap qui est pratique si tu veux swapper d'une chaîne Cosmos à une chaîne Cosmos. Et si tu as besoin de bridger, tu as directement le bouton bridge qui te redirige sur ça. Et après, tu n'as plus qu'à te connecter. Donc franchement, lourd, très très lourd. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les bridges qui les récompensent le plus. Donc soit où il y a un airdrop, soit où il y a un intérêt économique à le faire parce qu'ils ont soit des meilleurs prix, soit ils ont une récompense directement après la transaction. Il y a Jumper qui a aussi vachement la cote, ouais. Il y a Hyperlane aussi. Hyperlane, c'est la même chose, non? Ouais, Hyperlane, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Alors, eux, ils hébergent pas directement, mais quand tu vas sur leur Twitter... Tu vois, j'ai pas compris pourquoi tout le monde en parlait, j'ai vraiment peu suivi pour le coup. Bah, Hyperlane, en gros, ils veulent un truc avec encore plus de personnalisation, où c'est encore plus facile de se brancher au réseau. Ah, ils ont changé de arrobas, ok. C'est des Israéliens derrière, donc comme d'hab, tu as aussi ce côté, c'est des Israéliens, donc c'est des machines en cryptographie. On a une interview d'ailleurs sur Coin Academy d'Hyperlane pour les curieux. Voilà, si jamais... C'est un petit moment, ouais. Pourquoi je la retrouve pas, je sais pas. On va aller sur l'article et depuis l'article, on va aller sur la vidéo. Voilà. Interview en anglais, mais il nous présente tout ça. À l'époque, j'avais des lunettes. Et ouais, Hyperlane, ils n'ont pas leur propre truc, mais ils font la communication de plein d'URL, de partenaires, si vous souhaitez bridger. Et donc, j'imagine que tout ça, ça peut permettre de farmer un potentiel token, parce que je vois pas un monde où ils n'ont pas de token. Et là aussi, tu as pas mal de chaînes Cosmos qui sont proposées. Et donc, plus de personnalisation au niveau de la sécurité, au niveau de l'intégration des chaînes. Donc, concurrent de Layer 0, je pense. Voilà, et puis écoutez, pour terminer, j'ai envie de vous dire qu'on a fait... Je te sens au fond du trou, là. Je te sens fatigué, là. Je suis hyper fatigué, c'est terrifiant. Pour terminer, on a fait une refonte de la page d'accueil de YouTube, tu vois, quand je suis fatigué, de Coin Academy, où on a fait sauter plein de trucs pour qu'elle soit plus courte et efficace. Donc, si vous avez des amis qui se lancent dans les cryptos, vous pouvez lui dire, t'allais sur Coin Academy, t'as des formations sur Bitcoin et sur Ethereum pour apprendre. T'as les airdrops juste avant, d'ailleurs. Donc, tu peux regarder un cours sur qu'est-ce que Bitcoin où on t'explique tout. Tu as la même chose avec Ethereum où on t'explique tout. Et là, je suis en train de bosser sur un truc encore plus générique, introduction aux crypto-monnaies pour les normies. J'y ai attaqué, Léo, ça avance bien. Justement, c'est mon focus du moment. J'aimerais que ce soit plié avant mi-juin. Ce serait pas mal, idéalement. Donc voilà. Et du coup, tu as les airdrops, tout à fait. Tu as les derniers articles de l'Académie, tu as nos dernières analyses fondamentales pour les curieux qui veulent se tenir au courant des projets qui sortent et des guides. Voilà, des guides, des tutos pour apprendre à acheter les plus gros jetons et des tutos sur les plateformes principales. Et on a aussi simplifié le menu sur certaines choses. Quand vous cliquez sur crypto, vous avez directement les analyses fonda crypto. Sur l'Académie, on a aussi gagné en lisibilité.
Enfin, sur pas mal d'onglets, en fait, on a vraiment amélioré tout ce qu'on faisait pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus facile à utiliser et que vous soyez peut-être moins en galère sur le site. Donc, il y a ça. Et un truc dont on n'a pas parlé, mais on bosse sur un truc qui est associé à de l'IA sur Khan Academy. Et j'ai bon espoir que ça arrive dans les prochaines semaines. Magnifique. Tu nous avais teasé déjà il y a 2 semaines, mais j'en dirai pas plus justement pour garder la surprise. Il y a que ceux qui suivent qui profiteront de ce teasing. Voilà, donc chaîne de Coin Academy auquel vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, les copains. On essaie d'être relativement actifs. Et ouais, je vais essayer de vous sortir cette formation générale pour s'introduire aux crypto-monnaies parce que j'ai plein de potes en fait qui me disent qu'Apet, je sais juste pas par où commencer. Alors pour le moment, je leur dis d'aller sur la formation Bitcoin. Mais j'ai envie de leur proposer un truc où je leur explique du coup comment créer un compte sur un exchange, comment créer un wallet, comment ajouter des fonds sur ce wallet, comment garder la main comment sur faire le fonds, des etc. swaps sur les DEX, comment trader les dérivés sur les DEX, comment trader en spot sur les DEX, la même chose sur les exchanges centralisés, bien sécuriser ses cryptos, je pense que c'est important. Voilà, comprendre un petit peu les plus grosses mécaniques du marché pour que en fait, tous ceux qui débutent puissent s'y retrouver. On a déjà plein d'articles, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être un truc, genre une sorte de maxi best-of pour que voilà, il soit tenu par la main. Et donc voilà. Je pense qu'on est assez complet sur la partie actu. Je te propose d'accueillir Paul Armand. Hop, Paul, est-ce que tu nous entends? Très bien, très bien. Parfait. Bah écoute, un plaisir de t'accueillir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, tu travailles chez Conta Crypto et aujourd'hui, l'objectif, c'était un petit peu de parler de ce que vous faites parce que pour le coup, nous, on bosse avec vous depuis un petit moment, à la fois sur la partie pro et la partie particulier. Et je sais que beaucoup ici n'aiment pas payer des impôts ou ont la flemme de tout simplement déclarer toutes leurs transactions qui sont imposables, faire le détail, etc. Et j'ai cru comprendre que vous faites des choses assez sympas à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ce que vous faites? Ouais, bah donc je suis Poilon. Je me suis mis à la crypto à peu près en 2020. Je me suis mis à la crypto en parallèle avec l'IA, c'est-à-dire qu'on a fait un algo trader avec des potes et donc on a fait vraiment énormément de transactions. Donc moi, c'était avec la trésor de mon entreprise. On a fait plusieurs millions de transactions en quelques mois. Ça a bien marché. Et, c'était sur Binance Future à l'époque où c'était encore ouvert en France. Ça a réouvert, je crois, depuis. Mais voilà. Et ça a été assez, on va dire, intense pendant un an. Tout 2020, en plus, ça a été le bull run de folie. À ce moment-là, c'était incroyable. On a fait vraiment pas mal de choses. Et donc moi, j'ai été en charge de aussi faire toute la déclaration, à la fois de certains qui étaient particuliers, d'autres qui étaient pros, etc., essayer de bien comprendre comment ça marchait. Et voilà, c'était vraiment galère, beaucoup plus galère que ce que je pensais. Surtout sur des millions de transactions, je suppose que c'est assez compliqué. Et je pense que beaucoup de gens ont aussi la flemme parce que c'est compliqué, quoi. Enfin, tu dois gérer tes wallets, tous les différents exchanges, les différents DEX, tous ces trucs-là. Donc... Et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrive en décembre, et là, je me souviens, j'étais là, je parlais avec donc, mon associé actuel qui est avocat fiscaliste, et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire un truc simple, et puis si on a un contrôle, on fera ça mieux, mais pour l'instant, on va essayer de faire au plus simple. Et genre, 2 jours après, c'était la veille de Noël, je vais à la boîte aux lettres, je regarde, vite, c'est pas possible. Ok, c'est parti. Et donc là, en gros, on a bossé sur ma compta de ma société et sur des comptas aussi perso d'autres gens. On a vraiment stressé aussi pour les gens qui allaient être requalifiés en tant que professionnels. Parce qu'en fait, quand on fait des millions de transactions, en fait, on est rapidement requalifié en tant que professionnel en cas de contrôle. Donc ça peut être dangereux, ou même si on suit beaucoup de chaînes de crypto, si on est abonné à des revues, si tout ça. En fait, tout ça, c'est des faisceaux d'indices en fait qui peuvent faire penser au contrôleur, qui est humain, qui est là et qui je veux juste s'assurer que tout est en ordre, en fait, c'est pas un professionnel de la crypto qu'on a en face de nous. Et donc moi, mon petit contrôle fiscal début janvier 2021. Ça a dû te mettre bien là. Tu devais être de bonne humeur là. J'étais au top du top. À ce moment-là, en plus, je me suis fait dégager de ma banque Fiat parce que justement, j'avais dû, pour payer les avocats fiscalistes, me faire des virements de Binance vers mon compte pro. Est-ce que tu peux nous dire la banque ou tu souhaites garder ça secret? Non, c'était Conto à l'époque. Okay. Mais ils sont... En fait, je pense qu'ils ont vraiment fait ça à contre-cœur de me dire au revoir parce que à ce moment-là, en fait, ils n'étaient pas comme aujourd'hui en termes de notoriété et de compliance. En fait, aujourd'hui, ils acceptent les clients crypto. Mais à l'époque, nous aussi, on utilise Conto. Et à un moment, par exemple, qu'on avait fait une billetterie pour notre événement physique, donc notre conférence, on avait une partie qui était vendue en crypto, etc. Et du coup, on s'était versé un virement en fiat. Et à ce moment-là, Conto, on pétait un plomb en mode si vous ne nous expliquez pas d'où ça vient dans la semaine, on ferme le compte. Ah donc, oui, non, ça les fait stresser, ouais. Exactement ça. Mais en fait, moi, ils m'ont fait ça, ils m'ont dit ça. Si vous nous dites pas exactement d'où viennent les fonds, on clôture le compte. J'ai tout justifié. Et en fait, ça n'a pas suffi, ils m'ont quand même dit on clôture le compte. Mais tu vois, avec Conta Crypto, on a un compte chez Conto aussi. Et en fait, ça se passe bien. Mais avec ma société d'avant, j'ai trop galéré pour retrouver une banque.
Et donc, à ce moment-là, ouais, c'était un petit peu la folie. Et on a bossé sur ma compta, donc sur la partie trading crypto. Et en fait, ça s'est bien passé. On a vraiment bien bossé le truc. Et en fait, bah voilà, c'est des gens qui sont humains, qui viennent te voir, qui viennent chez toi. Donc, ils sont restés chez moi ils étaient 2, ils sont restés chez moi pendant plusieurs jours à venir s'assurer que tout était en ordre, etc., etc. Et ça s'est bien passé. Et donc, en fait, je me suis dit à ce moment-là, ok, il y a quelque chose à faire. Mes potes, mes anciens collègues et tout, qui font de la crypto, vont avoir besoin de ça aussi. C'est-à-dire d'un accompagnement déjà en cas de contrôle et d'un accompagnement aussi de manière générale pour bien faire sa déclat. Que ce soit une déclat perso ou une déclat pro. Et ensuite, pourquoi pas développer un outil. Donc, on a fait de la presta en fait pendant plusieurs années pour des sociétés. Donc, principalement une société aussi qui faisait énormément de transactions, qui fait plusieurs milliards de transactions avec des volumes de plusieurs milliards d'euros. Et donc, ça s'est super bien passé. Et donc, on a continué à bosser avec eux, et ça avance. Et en parallèle, à peu près début 2022, on s'est dit, OK, bon, maintenant, on va faire un SaaS et on va essayer vraiment de faire un outil qui gère à la fois les gros volumes de transactions et surtout qui gère les business, quoi, et les entreprises qui veulent investir en crypto. Et pour les professionnels. Pour les professionnels surtout. Mais par contre, cette année, vous avez ouvert aussi les particuliers. En gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va commencer par les pros. On va vraiment tout donner sur les pros au départ parce que c'est plus compliqué. En fait, pour les pros sont... Un événement taxable, c'est n'importe quelle transaction crypto, à part un virement interne. C'est-à-dire, je me transfère de mon compte Binance vers mon compte Ethereum, un Ether, ok, ça, c'est pas taxable. Mais si je fais un bridge, par exemple, d'USDC, de Ether vers Solana, potentiellement, c'est taxable. Tu vois, c'est encore c'est sujet à discussion. Et genre, il y a des contrôleurs peut-être un peu plus vénères qui vont dire non, ça, c'est une transaction taxable. D'autres qui vont dire non, ça, c'est ok. En fait, tout ça fait que voilà, ça devient très compliqué. Et donc, on a ouvert pour les retail, là, il n'y a pas longtemps, la solution donc qui permet juste simplement, donc je pourrais même faire une petite démo rapide. Ouais, tu peux partager ton écran si tu veux. Et en attendant, le chat, vous pouvez aussi poser vos questions, les potes. Il n'y a aucun souci. Comme ça, on check si Polarment peut répondre à vos questions. Peut-être des trucs un peu techniques. Peut-être pour les gens aussi qui sont très actifs. Parce que, tu vois, il y a des solutions sur le marché qui sont plutôt cool, etc. Mais dès que tu commences à faire beaucoup de transactions on-chain, que tu commences à faire beaucoup de transactions sur les dérivés, etc., bah, les softs rament, quoi. Enfin, tu te retrouves dans des impasses, quoi. Et puis même, il y a des tokens qui sont pas listés, alors c'est galère. Puis il y a aussi potentiellement des exchanges où c'est quasi impossible de récupérer les données. Donc il faut rentrer les transactions à la main dans des CSV parce que sinon c'est compliqué. Et puis alors, donc moi j'ai été contrôlé tous les ans depuis, tous les ans je suis contrôlé. Ils viennent me voir, ça devient mes amis maintenant. Et en fait c'est vrai que en fait tout ce que quand tu fais tout ce que tu peux pour bien faire ta comptabilité, bien tout déclarer, il n'y a aucun problème. Vraiment, ils sont conciliants, ils n'ont pas envie de t'empêcher de faire de la crypto. C'est pas des banques, c'est pas voilà, c'est des gens et qui d'ailleurs en ont aussi. J'ai eu un contrôleur fiscal qui avait de la crypto lui-même, c'était rigolo. Et mais vraiment leur objectif. Tu lui as demandé comment il faisait? Ah bah après il avait juste un compte Binance, je crois, et donc ça allait. C'était pas trop compliqué. Encore que l'API Binance c'est un cauchemar, mais bon ça on en reparlera une autre fois peut-être. Et donc voilà. Et en gros, donc ouais, juste pour faire une petite démo rapide, je montre rapidement l'outil. Bah, l'outil c'est très simple. On vient connecter. Déjà, je vais te couper. Mais pour ceux qui veulent essayer, vous avez le QR code en haut à gauche de votre écran qui est cliquable et qui vous permet de tout simplement en fait, aller sur le site de Conta Crypto et de checker tout ça si jamais ça vous intéresse. Et dans le chat aussi, je vous mets le lien. Si jamais, je vous mets le lien de notre tutoriel. Donc vous avez le lien vraiment pour apprendre à utiliser complètement Conta Crypto en plus de ce que tu vas montrer. Et le lien pour rejoindre Conta Crypto si jamais. Et vous avez un code d'ailleurs, code Khan Academy 2024 de mémoire qui donne 10% de réduction pour ceux que ça intéresse. Voilà, je te laisse reprendre. Yes. Donc je voyais Binance transmet allègrement les infos aux autorités quand celles-ci demandent. En fait, toutes les plateformes d'échange qui sont AMF aujourd'hui sont obligées de transmettre les informations aux autorités, comme n'importe quelle banque en fait. Donc je disais c'est très simple en fait. On vient juste connecter nos comptes. Donc il y a les plateformes d'échange, on va dire les plus connues, Binance, Coinbase, CoinHouse, Meria, etc., etc. Donc on a essayé de faire le maximum en fait sur les connexions API. Il y a toujours des soucis, forcément. Honnêtement, Binance par exemple, quand on a tradé à un certain moment dans le passé sur une paire qui aujourd'hui est délistée, on ne peut plus récupérer les swaps. Donc ça, il faut les rentrer à la main. Donc on met des petites alertes, ce genre de choses. Okay. Je crois qu'on a tué le site. Enfin, le site rame un peu. Je crois que c'est back, mais je crois que c'est en galère. Si jamais les potes, je vous préviens. Vas-y. Coinbase, KuCoin, voilà, ça fonctionne plutôt bien. KuCoin, par contre, on peut récupérer que 1 an en arrière sur certains produits financiers, je crois. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et au niveau des blockchains, on supporte quand même pas mal de trucs, la plupart des EVM et des blockchains Bitcoin, et puis voilà, plusieurs trucs, Gnosis Pay, Multiversix, justement, Solana. C'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Après, forcément, il y a des choses
qui ne marchent pas parfaitement. Je pense par exemple sur Ethereum, il y a des choses sur lesquelles on est en train de bosser qui sont des protocoles type Lido où les transactions ne sont pas directement sur la blockchain, c'est galère, il faut aller sur Lido pour les récupérer, pour pouvoir les intégrer, ou alors même Pendle ou Hyperliquid, ce genre de protocole un peu. Mais sinon, voilà, on a avancé. Et puis après, il y a quelque chose qui est assez important, c'est donc le CSV personnalisé. C'est-à-dire, en fait, on a toute une doc où on explique avec un template de CSV comment rentrer des transactions depuis un template, quoi. Et on est en train de bosser justement sur une IA pour mettre n'importe quel CSV en fait d'une plateforme d'échange un peu obscure et de pouvoir transformer ça en CSV contexte. Pour que techniquement vous soyez pas dans l'obligation d'avoir une sorte d'intégration officielle avec l'exchange, mais faire en sorte que ça le mette dans votre format pour que ça puisse bien fonctionner avec votre système. C'est ça, parce que sinon ce serait dommage d'empêcher certaines personnes de trader sur des plateformes obscures ou sur des blockchains un peu, on va dire, edgy ou nouvelles, juste parce qu'ils ont envie d'être propres sur leur déclaration. Non, en fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre votre CSV et puis vous pouvez aussi mettre vos propres contre-valeurs en euros sur chaque transaction. Comme ça, vous avez un peu une idée de tout ça. Ça fonctionne du coup pour les particuliers, mais si jamais vous êtes freelance, donc indépendant, une société ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi utiliser Compta Crypto. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi avec Coin Academy. En fait, on met tous nos comptes pro dessus, associés à la crypto, parce qu'on est amené à recevoir des paiements en crypto parfois, en stablecoin ou autre. Et du coup, on a directement l'interface qui permet derrière d'avoir justement un standard comptable bien respecté pour ceux qui sont professionnels, ce qui fait gagner pas mal de temps parce que en fait, la plupart des solutions sur le marché sont uniquement pour les particuliers, là où vous êtes pour les particuliers et les professionnels à la fois. Question, excuse-moi, est-ce qu'on peut se faire une petite démo? Tu vois, il y a un message intéressant dans le chat. Imaginons, tu sors d'un cold wallet ou d'un MetaMask à un Binance, voilà, exchange Binance, compte de l'euro, et donc tu as un événement fiscal, crypto. Comment ça se passerait sur cette interface? Là, je vais sur tableau de bord, Binance. Je vais le faire très simplement. Donc, j'ai importé mon compte Binance, connexion API. Voilà, connexion API, compte, clé API, clé secrète. Ça, j'intègre mon compte Binance. Une fois que j'ai intégré mon compte Binance, j'ai tout fait sur Binance là, pour la personne en question. Là, en fait, je l'ai fait sur un CSV classique et je vais aller ensuite dans réconciliation. Et réconciliation, c'est là où je vais voir un peu tout ce qui s'est passé. Bon, alors là, je vais avouer, j'ai fait c'est mon vrai compte Ethereum, enfin c'est un vrai compte à moi Ethereum, ça, avec où j'ai acheté du Imagine AI à l'époque là, un vieux token tout pourri, mais j'ai pas fait de moins-value dessus. Je le connais bien. J'ai pas fait de moins-value dessus. Et en fait, ça venait d'un exchange obscur, pareil. Et donc, j'ai intégré mes transactions dedans directement. Donc, en fait, là, je montre bien le truc. Au départ, tu as un transfert à terme de 3 000 € qui rentre. Puis, je paye 1,5 € de frais. Et puis ensuite, donc, toutes les transactions arrivent dans l'ordre. J'ai vendu 2312 € contre 1,22 Ethereum à ce moment-là. J'ai eu une commission. J'ai transféré des Ethereum vers mon cold wallet. Et puis, là, il y a la réception du transfert interne. On voit là, d'ailleurs, une petite somme du total de la sélection en bas. Et donc, j'ai envoyé 0,19 Ether vers mon cold wallet. Et puis, bon, c'est un petit peu décalé. Et puis ici, donc, j'ai fait un swap. Donc, j'ai acheté 16 000 Imagine AI contre 0,17 Ether. On avance un peu. J'ai refait un transfert de 0,59 Ether. Puis, je l'ai swappé. Par exemple, là, il y a les noms de tes wallets, etc. C'est toi qui as dû labelliser en plus. Genre, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue action manuelle une fois que tu as tout importé? À quel point genre, tu dois passer du temps pour faire les choses proprement si tu importes tout avec, par exemple, les CSV ou les clés API des différents exchanges qui existent sur Compta. Alors, en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est là, tout ce qui est ici, les noms des wallets, les adresses des wallets, on peut les renommer si on veut. Mais en fait, c'est des choses qui sont optionnelles. On n'est pas obligé de le faire. De toute façon, ce sera marqué après dans le. Enfin, je veux dire, pour que ce soit plus lisible. Voilà, c'est pour que ce soit plus lisible. Mais jusqu'ici, ça n'a jamais été obligé de savoir d'où venait l'argent, où va l'argent pour un retail. Tant qu'on se fait des virements à soi-même, en plus, il n'y a pas de problème. Donc, là où on va devoir catégoriser, ça va être dire, OK, là, par exemple, j'ai reçu 3 000 €, d'où ils viennent ces 3 000 €. Est-ce que ça a été quelqu'un qui m'a payé un salaire? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est truc? Non, c'est moi qui me suis viré de l'argent, donc je le mets en transfert interne. Ici, je peux sélectionner, j'ai les différents types d'opérations. Donc, c'est un transfert interne. Ensuite, ici, j'ai deux opérations. Donc, par exemple, je vais les désolidariser. Donc, je vais dire que c'est pas catégorisé. Ici, j'ai deux opérations. J'ai plus
1,22 Ether et moins 2312 euros. Et en fait, ces opérations-là, moi, dans mon CSV, je les ai pas catégorisées. En fait, je peux les sélectionner les deux et puis les fusionner en swap. Et bim, ça me fait un swap où je sais que ça Qu'il y a un lien entre les deux, quoi. Voilà, il y a un lien entre les deux. Ça, c'est assez important, surtout pour les sessions en euros. Quand je vais vendre, à la fin, on le voit, j'ai vendu ici 1,02 Ether contre 2305 euros. Bah, c'est important quand même de bien noter qu'ils sont liés parce que ça me fait baisser en fait ma valeur de mon portefeuille, mais ça me fait augmenter ma valeur d'euros dans mon portefeuille. Donc les transferts internes, il faut les catégoriser parce qu'ils ne vont pas être catégorisés pour vous parce que nous, on ne peut pas être responsable du fait que que cet argent-là vient bien de vous et pas de quelqu'un d'autre, surtout si ça vient d'un CSV. Mais ça peut aller assez vite. Il suffit de sélectionner les deux, catégoriser comme virement interne, bim. Et puis en plus, après, on a un petit truc où il suffit de faire Shift-C et puis on peut... Et là c'est fait par CSV, mais par exemple, si tu mettais directement les blockchains, directement les wallets, je suppose qu'il y aurait déjà un travail de lien entre les transactions à partir des données que vous avez directement via la blockchain. Parce qu'en gros, là, le CSV, c'est une sorte d'enregistrement dans le dur de transactions. Vous n'êtes pas capable d'authentifier d'où elles viennent exactement, à quel point elles ont été manipulées. Là où quand il y a des intégrations directes avec les blockchains ou les exchanges, vous allez directement taper dans les données de la blockchain ou de l'exchange et donc vous pouvez faire des liens plus simples. C'est ça. Et après, il y a plein de transactions sur lesquelles on va pouvoir directement catégoriser. Par exemple, quand on reçoit du staking depuis Binance ou qu'on paye des commissions sur Ethereum ou qu'on paye des commissions de manière globale, nous, on sait que c'est des fees, donc on va les catégoriser en commissions. Et donc, elles vont venir faire baisser la valeur de notre portefeuille global sans que ce soit des transactions taxables. Et voilà. Et donc, c'est assez important. Il y a des petits cas particuliers assez importants aussi, qui sont que par exemple, si ici c'était pas un transfert interne, mais là j'avais dépensé 0,75 Ether pour acheter quelque chose, en fait un retail quand il achète quelque chose en crypto avec sa carte Binance ou sa carte crypto.com, en fait l'État va automatiquement transférer. C'est comme un cash out. C'est ça, c'est un cash out. Des comptes de l'euro, Exactement. C'est comme si tu étais fait un virement sur ton compte en banque en réalité. C'est ça, exactement. C'est la même chose. J'ai acheté ma Tesla 1 BTC, en fait, je suis taxé. C'est comme si t'as vendu un BTC et ensuite avec les euros que tu as vendus, enfin que tu as eu via la vente de ton BTC, tu as acheté un bien physique. Et ça fonctionne de la même manière pour quand on paye un salaire à quelqu'un. Quand moi j'ai envie de payer une presta ou un salaire à quelqu'un, pour l'État, en fait, c'est comme si je l'avais payé en euros et que la personne avait fait son swap lui-même. Ok, et du coup, ça donne quoi comme document derrière? Est-ce que vous avez un bilan, etc. Alors, déjà, donc on a un petit dashboard qui est sympa où on peut revenir dans le temps pour savoir un petit peu, tiens, j'aimerais bien savoir, moi, c'est vrai, le 27 septembre, j'en étais où dans mon portefeuille avec les taux de change, tiens, j'avais ça, machin, je peux aller plus loin le 16 octobre et puis regarder un petit peu et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que j'ai revendu. C'était en décembre et là j'ai revendu et je vois voilà, mon portefeuille qui évolue. Ça pourrait être bien aussi à l'occasion de voir des sortes de petites bulles pour voir les actions qui sont prises, etc. pour mieux comprendre le graphique. Carrément. Là, justement, tu vois, ce genre de truc, on a vraiment besoin justement d'avoir des gens qui testent, des gens qui nous disent, voilà, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, on voudrait améliorer telle partie. On est très proche de nos utilisateurs, surtout que c'est beaucoup de pros, donc on a beaucoup d'échanges avec eux. Et puis donc à la fin, j'ai mon rapport 2023 qui va se générer. Donc j'ai ma création de ma déclaration et puis elle me dit voilà, en fait sur l'année 2023, j'ai fait 327 € de plus-value. Donc mon montant d'imposition estimé, parce que on peut ne pas accepter la flat tax et dire qu'on veut être sur les tranches plus basses d'impôt sur le revenu, etc. Donc c'est soit tu payes la flat tax, soit c'est de l'impôt sur le revenu, et à ce moment-là, si c'est de l'impôt sur le revenu, si tu gagnes peu d'argent à l'année, tu peux te retrouver avec une très faible imposition, voire pas d'imposition, sur des seuils qui sont très faibles. Alors, il y aura toujours 17 ou 12%, je sais plus, un des deux. Il y en a un normalement, il y en a un qui est à 13 et l'autre à 17 à peu près %. Il y a les charges sociales qui seront toujours là. Donc, tu auras toujours au moins 17% à payer, ou au moins 13% à payer. Et par contre, sur l'autre partie, qui sont les impôts sur le revenu, ils ont fait une moyenne, en fait, des impôts sur le revenu des Français. En fait, ça permet juste à ceux qui payent plus de 30% de payer moins, et de payer que 30%. Et ceux donc, en fait, tu payes 30% maximum dans tous les cas. Dans tous les cas, tu payes 30% maximum. Mais voilà. Mais sinon, tu peux payer 17,2%. Je l'ai vu là dans le chat. Ouais, dans le chat, 17,2%. Et donc, voilà. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc la valeur totale du portefeuille à la sortie, la somme des transactions imposables. Donc, moi, j'ai fait qu'une transaction imposable, c'était 2300. Et j'ai eu un prix total d'acquisition net de 2312 €. C'est l'argent que j'ai mis dans la crypto. 275 €, c'est ce qui me reste en crypto à la fin, à la sortie, une fois que j'ai tout vendu. Et donc on voit que j'ai fait 327 € de plus-value. Et donc, j'ai un bilan général d'activité, donc que je peux télécharger, que je peux vous montrer, qui ressemble à ça, où on voit la même chose, rapport fiscal, comment déclarer, etc. C'est rapide. J'ai la liste des sessions, et donc ça c'est hyper bien parce que c'est exactement le copier-coller de ce qu'il y a sur impôt.gouv. Et donc là on va avoir toutes les sessions, session 1, session 2, session 3, session 4, avec tu vas pouvoir reporter.
Voilà, avec les numéros ici. 211, 212, 213, 214, c'est exactement les cases. Pour remplir les formulaires voilà. simplement sur les déclarations. Ouais. Juste en faisant copier-coller, quoi. Et puis, une attestation de déclaration. Donc ça, c'est un petit document quand même qui a été validé par notre avocat fiscaliste avec l'explication de comment on a fait le calcul qui est effectué conformément à l'article 150 BH bis du Code général des impôts. Et voilà. Donc, tous les documents un petit peu nécessaires à être OK en cas de contrôle. Et puis nous, après, bien sûr, en cas de contrôle où ça devient un peu technique, où il y a eu des choses qui n'ont pas été bien déclarées, etc., nous, on est là. On est prêt à vous aider. On fait aussi des prestats en cas de contrôle, ce genre de choses. Si on veut apprendre à mieux utiliser l'outil, tu conseilles de se renseigner où? Vous avez une chaîne YouTube, vous avez un blog, des ressources? Alors, on est en train de bosser sur toute la documentation qui va être sur notre site. Donc, vous allez sur www.contactcrypto.com et on est en train justement de bosser sur cette documentation. Il faut savoir que notre SaaS, il est assez récent, hein, surtout pour les occasionnels. On l'a sorti là il y a quelques jours, donc on n'a pas encore toute une doc, mais ça avance petit à petit. On a un petit guide aussi de la déclaration, là, je ne l'ai pas montré, mais voilà, un petit guide de la déclaration. Nice. Où on explique exactement où on va sur le site des impôts, que c'est sur l'étape 3, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est bien pour les Mongols comme moi. Ça, vraiment, comme moi aussi. Faut me dire comment faire. Faut me dire où cliquer et cliquer à ma place. C'est ça. Voilà. Et pareil, c'est hyper important. En tant que particulier, pas en tant que pro, mais en tant que particulier, on doit déclarer des comptes en banque à l'étranger. Et par exemple, en France, quand on est en France. Quand on est en France. Par contre, par exemple, un compte Coinbase, c'est un compte en banque à l'étranger. Un compte Binance, je crois que maintenant, c'est plus trop le cas, mais je sais pas, là, pour le coup, je suis pas encore à jour. Mais j'ai cru comprendre. Et par étranger, par étranger, tu veux dire en dehors de la France ou en dehors de l'espace européen? En dehors de la France. En dehors de la France. Ouais, même si on a un compte en Allemagne, il faut le déclarer en tant que compte à l'étranger sur le voilà, le 3916 bis. Donc ça, c'est en gros. Ici, il faut dire déclaration, c'est une case à cocher en fait hein, dans la déclaration d'impôt. Déclaration par un résident, compte ouvert, détenu, utilisé à clos à l'étranger. Donc à l'étranger, c'est pas voilà, c'est souscrit hors de France, tu vois. Donc hors de France, c'est tout. Donc vraiment n'importe où dans le monde, dès que c'est hors de France, on doit le faire. Et donc on a tout expliqué, le formulaire, cliquer sur suivant, reporter les gains passifs 5 KU si c'est inférieur à 78 000, 5 JG, attention, machin. Bon, dans tous les cas, on laissera les gens regarder tout ça dans le dashboard. Pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien dans le chat pour tester la solution si jamais ça vous intéresse. Et je vous mets surtout le tutoriel qu'on a fait qui complète bien ce que Paul Armand a dit. Comme ça, au moins, vous êtes bien setup. Je pense qu'il y a des retardataires ici qui n'ont pas encore tout fait. Est-ce que tu as peut-être les précisions sur les dates de déclaration Ouais, bah alors, c'est un dernier délai. On est un peu late là. C'est vrai que c'était le 23 mai pour les départements de 1 à 19, je crois, et 30 mai pour les départements jusqu'à 54. Donc pour Paris, c'est jusqu'au 6 juin, c'est jeudi prochain, je crois. Et donc il faut être, faut l'avoir fait pour le 6 juin si on est à Paris et tous les départements au-dessus de 55. Et dans tous les cas, je pense que ça peut être bien de tout importer. Comme ça, au moins, vous êtes bien pour l'année prochaine, vous êtes tranquille. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Donc, une fois que vous avez fait le travail d'intégration, etc., en fait, l'année prochaine, c'est beaucoup plus simple. Vous avez déjà fait une bonne partie du boulot et après, il y aura juste à labelliser, catégoriser, etc. C'est ça. Donc, voilà. Peut-être pour ceux qui ont des questions dans le chat, n'hésitez pas. Vu qu'on a la chance d'avoir un des fondateurs de la solution, je pense que ça peut être cool, que ce soit des questions perso, pro ou quoi. Je pense Carrément. que c'est 2-3 minutes de questions. Est-ce que vous avez des avocats pour des rescrits fiscaux pour être bien sûr d'être à 30%? On a des avocats fiscalistes qui ont bossé sur la question. Après, si vous voulez qu'on regarde pour vous particulièrement quelque chose, faut nous contacter. Vous faites cette expertise aussi, ouais. Vu qu'on travaille pour les pros principalement, on fait beaucoup d'expertise dans ce cas-là, ouais, dans ce goût-là. On a un support, oui, on a un support. Et vous pouvez nous contacter, on a un helpdesk, et puis voilà, vous pouvez nous contacter directement. On a pas mal de partenaires experts comptables, on a pas mal de choses. Et puis après, on a aussi, comme je disais, vu qu'on travaille pour les pros, on a toute une interface pour les pros. Alors s'il y a des pros ici, vous pouvez aller jusqu'à inviter votre expert comptable. Et ici, voilà, vous avez le membre, vous pouvez inviter votre expert comptable qui puisse lui derrière tout vérifier, etc. Quelqu'un qui nous demande les avantages VS Waltio. Quelles sont un petit peu les grosses forces de Contact Crypto? Qu'est-ce que vous amenez en plus? Ce qu'on va amener en plus, je pense que déjà au niveau du prix, on est moins cher parce qu'on va jusqu'à 10 000 transactions pour 90 € à l'année. 80, ouais, c'est ça. Et en fait,
Là où on va être, je pense, assez bon, c'est sur les gros volumes de données. C'est-à-dire si on a 8-10 000 transactions, on a un outil qui est hyper rapide, qui est hyper fluide, où on a bossé le UX. Après, je sais pas si on a toutes les features. Après, j'ai vraiment pas beaucoup essayé Waltio, moi, personnellement, parce que ça ne marchait pas pour mon truc. Je peux témoigner. Je sais que Waltio fonctionne dans beaucoup de cas, et surtout pour les gens qui font peu d'opérations, etc. Enfin, c'est un bon produit, hein, quoi qu'on en dise, Waltio. Mais le truc, c'est que moi, dès que j'ai eu beaucoup de transactions, en fait, je pouvais quasiment plus utiliser l'interface parce que tout était lagué et qu'il prenait pas en charge autant de transactions, quoi. 10 000 transactions, c'est toutes tes transactions crypto. En fait, il faut savoir que toutes tes transactions crypto qui impactent ton solde, c'est des transactions. Donc, il faut voilà, c'est 10 000 transactions jusque là. Après, si c'est au-delà de 10 000 transactions, on n'a pas encore vu le cas. Mais si vous nous contactez, on peut faire quelque chose pour vous quand même. Enfin, je veux dire, nous, l'outil n'arrête pas de fonctionner à 10 000 transactions. C'est juste que on va vous contacter parce que vous avez de forts risques quand même de requalification et on n'a pas envie de laisser les gens dans la merde, quoi. On a envie quand même de les aider, que tout le monde puisse faire ça. Nous, c'est un peu notre vision quand même, c'est que tout le monde puisse déclarer. C'est 10 000 sur l'année fiscale. Ouais, c'est 10 000 sur l'année fiscale. Il y a des questions intéressantes, tu vois, il y a des gens qui ne se sont pas mis en règle depuis 3 ans. Est-ce que votre app peut aider pour remonter sur 3 années, par exemple? Tout à fait, justement, c'est dans les rapports, là, on peut sélectionner l'année qu'on veut sur les rapports. Donc, on peut dire, je veux mon rapport en 2022, en 2021, en 2020. Et donc, on fait tout. Et justement, on peut vraiment faire des choses, des rectificatifs de déclaration sur les années précédentes. Alors, il faut faire attention sur la prescription de 3 ans, parce que j'ai déjà vu le cas. Oui, il y a une prescription de 3 ans sur les contrôles fiscaux, si jamais il n'y a pas de problème. Mais attention, si jamais il y a le contrôleur fiscal, il est un peu stressé, il a l'impression qu'on lui cache des choses, il peut y avoir suspicion de dissimulation et ça peut remonter sur 10 ans. Si tu vois dans le chat, il y a une question assez intéressante sur le fait que, en fait, des fois quand tu prends un trade, ou genre que tu fais un achat, ça va se diviser en, je sais pas, plusieurs centaines d'ordres ou plusieurs dizaines d'ordres en fait sur l'exchange. Est-ce que vous êtes capable de centraliser tout ça, de dire, en fait, c'est 100 transactions, c'est pour une transaction globale et la moyenne d'achat, c'est à ce prix-là Alors, ça, justement, ça a été... Est-ce que légalement, c'est autorisé aussi? Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que moi, j'avais posé la question dans mon premier contrôle fiscal et ils m'avaient dit que ils veulent que ce soit ISO, en fait. C'est-à-dire, l'État, eux, quand ils vont se connecter à Binance, ils veulent que ce soit ISO avec ce qu'on leur propose ici. Donc, nous, en tout cas, pour les pros, on n'a pas voulu faire ça. Après... Contact Crypto, l'outil, le SaaS va fonctionner jusqu'à sans problème jusqu'à 1 million de transactions, il n'y aura pas de souci. On a des clients qui ont même plus d'1 million de transactions pour qui l'outil fonctionne sans problème. Mais au-delà, là, on a des clients par exemple qui font de l'arbitrage sur ETH et qui font des millions de transactions par jour. Eux, on a un outil à part pour eux en Presta et sur lequel on est obligé de faire de l'agrégation de données, c'est-à-dire agréger par exemple un type d'opération par mois. Je sais pas, j'en sais rien moi, sur du staking, ils ont gagné X euros. Et après, si jamais l'État veut plus d'infos, ils peuvent zoomer. C'est-à-dire, on leur propose un fichier d'écriture comptable mensuel, puis daily, puis à l'heure, puis toutes les transactions. Mais comme ça leur permet d'aller voir et d'approfondir. Écoute, je pense que c'est plutôt clair. Je pense qu'on aura répondu à pas mal de questions. Et je te remercie sincèrement d'être passé. Je pense que c'est important d'être capable d'être dans les règles. Je pense que c'est vraiment le principal d'avoir au moins les outils à disposition pour se mettre dans les règles parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément autant d'outils qui étaient disponibles, d'autant plus quand on a un gros volume de transactions. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez les QR codes, vous avez le lien en description sur la homepage de Khan Academy. Quand vous y allez, vous avez Contact Crypto. Au moins, vous avez tout et je te laisse peut-être le mot de la fin. Non, merci beaucoup de m'avoir invité, en tout cas, c'était vraiment très cool. Et puis, si vous voulez discuter un peu plus d'autres projets crypto ou autre chose, moi, je suis là, je suis à fond, j'adore ça, donc avec plaisir. Écoute, merci beaucoup, et je crois qu'on passe sur la partie technique, non, Capet? On va pouvoir enchaîner sur la technique, merci pour Merci, au revoir. À plus, tchuss. On va pouvoir partager l'écran. Signe de Joule pour faire la scission. La scission avec la T, c'est maintenant à Picsou de parler. Quel bonheur. Quel bonheur. Non, mais en tout cas, j'espère les potes que ça vous aura plu cette petite partie fiscalité. Je sais que c'est pas le plus excitant, mais voilà, c'est important d'être capable de se mettre dans de bonnes dispositions pour faire les choses bien et éviter des gros ennuis. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de vous proposer ça, surtout qui font les pros, à savoir les entreprises ou les traders qui sont pour qui c'est leur métier ou principalement leur source de revenus. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Pour peut-être faire un point sur le marché. Alors hop, normalement on me voit bien, tu me dis.
On voit très Je bien. pense qu'on est pas mal. Du coup, pour parler un petit peu du marché, bah écoute, on consolide, hein. On consolide. Pour le moment, pas de véritable décision du côté de BTC ou même d'Ether. Même depuis les annonces d'ETF Spot, etc. Pour l'instant, ça bouge pas trop. Où est-ce qu'on en est sur BTC? Eh bien, sur BTC, on a tout simplement été chercher la borne haute du range. Et depuis, bah, on consolide sur la partie haute du range. Donc, comme je vous le montrais, borne basse ici, borne haute ici, déviation, réintégration, retest de la borne haute. Et voilà, on est toujours dans ce foutu range. On a retesté timidement la partie, le milieu du range. Et donc maintenant, moi, mon objectif, il est toujours haussier dans le sens où, pour moi, ça ne ressemble toujours pas à un top. Je veux toujours voir ces 3 highs chassés. Pour moi, il y a de liquidité à aller chercher au-dessus de ces 3 highs. Pour autant, est-ce que je suis ultra bull à court terme? Je sais pas, parce qu'on a quand même pas mal de lots ici à chasser. 1, 2, 3, 4. Donc pour moi, on a quand même ça à chasser. Donc je sais pas si on partira sans chasser ou pas. Mais dans le cas où on est amené à dump, pour moi, il faudrait au moins chasser tout ça. Et ensuite voir ce qui se passe. C'est-à-dire que là, pour l'instant, mon biais d'un point de vue mensuel, weekly, etc., on va parler du mensuel juste après, il est bull. Idéalement, j'aimerais bien voir ces lots chassés pour que derrière, on se dise, bah ok, on a chassé la plupart des gens qui avaient mis leur stop loss un peu trop proche. Et maintenant qu'on les a chassés, on est prêt à repartir de plus belle. Évidemment, ça se trouve, on peut traverser directement cette zone et juste dump. Moi, mon objectif, c'est surtout de voir la réaction qu'on aura une fois qu'on aura chassé. Et si c'est une réaction positive et que ça nous permet de récupérer le milieu de range en tant que support, à ce moment-là, je pense qu'il y aura une opportunité de long pour aller chercher la borne haute. Je me suis un petit peu précipité, j'ai pas forcément parlé des clôtures mensuelles. Donc, où est-ce qu'on en est d'un point de vue clôture mensuelle? Bah, sur BTC, on a tout simplement retesté, pour moi, à mon sens, la plus grosse résistance graphique mensuelle sur BTC en support. Donc, difficile de pas être bull en voyant ça. Surtout que en plus de clôture au-dessus, on clôture bien au-dessus, c'est-à-dire qu'on ravale quasiment l'entièreté de la bougie précédente, qui était une bougie à la baisse et qui nous avait fait assez mal. Donc pour l'instant, je reste assez optimiste. Après, je pense que d'un point de vue mensuel, on voit bien que bon bah voilà, pour l'instant, on bouge entre ces deux clôtures et globalement, si je regarde, c'est probablement le range dans lequel on était. Mais je trouve que la réaction, sincèrement, sur BTC, elle est assez propre en mensuel. Et je pense qu'on ne pouvait pas rêver de beaucoup mieux, si ce n'est peut-être encore un ATH. Mais voilà, je pense qu'après le dernier mois qu'on avait passé, qui était un petit peu pénible, là, la réaction est vraiment très positive. Je pourrais m'inquiéter, sincèrement, si on commençait à reperdre ce niveau ici en vert. Tout simplement parce que, en fait, on a chassé sous ce support-là et derrière, on l'a maintenu. Alors, si on est amené à repasser en dessous, c'est vraiment inquiétant. Parce que, comme j'expliquais, on avait ce range dans lequel on était, ici, enfin, dans lequel on est toujours. Mais vu qu'on a eu cette déviation et réintégration, on a utilisé ce niveau ici, cette bande basse comme support, en fait, si on commence à repousser plus bas, c'est assez inquiétant. Ça montrerait que, en fait, l'opportunité qu'on avait d'un point de vue long de se maintenir dans ce range, voire de pousser beaucoup plus haut, aurait été un petit peu perdue. Donc voilà. Donc, pour l'instant, personnellement, je reste très bullish sur BTC. Plus à court terme, comme je vous l'expliquais, pour moi, il y a une possibilité où on va chercher les stops que je vous dessinais ici pour derrière repartir, mais mon biais reste haussier et je suis toujours pas convaincu qu'on a eu le top. Donc voilà, même d'un point de vue EMA 9, 13, 18, je pense qu'en weekly, voilà, on est toujours au-dessus, on les utilise toujours comme support, donc plutôt une bonne chose. Même chose en 2 semaines. En 3 jours, on est toujours au-dessus, en 2 jours aussi, en daily, on est toujours au-dessus. Bon, par contre, en plus petit time frame, ça commence à devenir inquiétant, surtout qu'on avait une belle opportunité à court terme. Mais voilà, pour ce qui est d'Ethereum, écoute, comme j'ai expliqué les dernières semaines, c'est pas beaucoup bougé. On est toujours, à mon sens, sous la dernière résistance sur ce graphique. Que ce soit en weekly ou en monthly, mais surtout en weekly, on voit que pour moi, c'est vraiment ce niveau ici qui est ultra clé. Et pour le coup, on l'a retesté 2 fois. Donc, est-ce qu'on va le casser ou pas? Pour moi, la probabilité qu'on le casse est très élevée. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on dip avant et malgré peut-être l'opium qu'on peut avoir du côté des ETF Ethereum Spot, puisqu'actuellement, ils ne sont pas listés, ils ne sont pas tradables, ils sont juste partiellement approuvés. Maintenant, on attend l'approbation de la SEC des formulaires et des dossiers S1. Mais je pense sincèrement que c'est en bonne voie dans le sens où on a quand même des allers-retours entre la SEC et les différents demandeurs d'ETF Ethereum Spot. Et surtout, de ce que j'avais lu, je crois que la semaine dernière, la SEC avait demandé aux demandeurs d'ETF Ethereum Spot de donner leur version révisée et à jour des S1, donc au vendredi ou plus tard. Donc il y a 2 jours, la plupart ont donné leur mise à jour du S1. Et donc, si la SEC est aussi pressée d'avoir toutes ces personnes, ces acteurs qui donnent leur version mise à jour, c'est qu'il y a une sorte de pression qu'ils ont envie d'aller vite. Et donc, je pense que le listing pourrait être
plus proche que prévu. En tout cas, à mon sens, c'est un peu ce que je ressens. Et je pense que d'une certaine manière, le marché le ressent aussi, c'est-à-dire que en fait, sur la dominance Ether contre BTC, en tout cas sur la paire Ether contre BTC, on reste toujours assez fort. Bon, d'un point de vue purement graphique, on est toujours sous cette trendline. On n'arrive pas à s'en extirper. D'ailleurs, je vais ressortir ce graphique qui est un peu plus clean. On en est toujours sous cette trendline en weekly, sur laquelle on a je sais pas combien de points de contact, surtout en mensuel, je pense que c'est assez évident. Mais moi, ma conviction, c'est que, sincèrement, Ether va surperformer BTC sur les prochaines semaines, les prochains mois. Si ça n'arrive pas, ça montrerait que Ethereum est super faible. C'est-à-dire que là, tu as vraiment la meilleure opportunité pour Ethereum de surperformer BTC, on n'y arriverait pas. Bon, ce serait un signe énorme de faiblesse d'Ether. Pour l'instant, on n'y est pas, évidemment, et pour l'instant, on est en train de récupérer un niveau clé en tant que support. C'est un niveau qui nous servait de résistance et de support à de multiples reprises. Et là, pour le coup, on essaye de le récupérer. En mensuel, on a clôture au-dessus. Donc pour moi, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau vert ici, qu'on ne clôture pas en dessous, pour moi, sur la paire ETH-BTC, on risque de pousser beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que ça me rend assez bullish sur Ether. D'autant plus que sur Ether, si tu regardes un peu plus près, pour le moment, je dis bien pour le moment, on fait toujours des clôtures de plus en plus hautes et des creux de plus en plus hauts. Alors que sur BTC, on a été chassé sous les lows et on fait plutôt des equal lows, quoi. Donc ça montre que la dynamique sur Ether est beaucoup plus forte que sur BTC et que jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, Ether a beaucoup mieux digéré les baisses sur le marché au global que BTC. Donc je reste optimiste. Je pense que les ETF vont être listés et tradables beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et ça fait partie des choses qui me rendent optimiste. Je n'ai pas changé réellement de position dans le sens où j'ai toujours ma position longue sur BTC et je n'ai vendu aucun Ether, voire j'en ai acheté encore plus. Et donc voilà. Du côté du reste du marché, moi je trouve Solana assez faible. Comme je te l'ai expliqué la dernière fois, pour moi, entre ce niveau rouge et l'ATH, on n'a absolument rien. Et ma croyance, ma conviction, c'est que si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau orange, ce sera probablement pour aller chercher le niveau rouge. Et je pense que si on va chercher le niveau rouge, c'est pour l'exploser du premier coup. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus du niveau orange, pour moi, c'est simplement une réaction vendeuse saine, dans le sens où c'était probablement la meilleure zone à défendre, dans le sens où si on est vendeur, on a envie de défendre le dernier sommet et donc faire des sommets de plus en plus bas. Et là, pour le coup, c'était le cas. Et surtout que c'était un niveau horizontal qui était clairement défini, qui avait été réutilisé en tant que support ici, et qu'on a retesté ici en tant que résistance. Donc, j'ai une question pour toi en spot, ouais, Léo. Excuse-moi. Est-ce que là, tu serais prêt à rajouter encore plus sur sol? Moi, j'ai plus de sol. J'ai plus de sol. J'ai vendu mes sols pour de l'Ether. Donc moi, j'ai vendu mes sols pour de l'Ether. Et une des raisons, c'est que pour moi, la narrative qui se dessine, elle est autour d'Ethereum et pas de Solana. Sur la dominance de Solana vs Ether, d'ailleurs, on voit que Solana a pris un petit coup. Et surtout, quelque chose qui va dans mon sens actuellement, c'est que Ether, depuis, se comporte beaucoup mieux que Solana. Et surtout que pour qu'on ait des ETF possiblement sur Solana, il faudrait qu'on ait des ETF futures en fait sur le CME. Et en tout cas, c'est quelque chose qui serait vraiment privilégié et important pour que la SEC soit plus enclin d'approuver un ETF Solana. Pour l'instant, on n'a pas d'ETF futur Solana en fait. Et encore une fois, la SEC a besoin de track record, d'historique, etc. pour se dire ok, genre c'est un marché qui est assez mature. Sur les ETF features, ça suivait vraiment le prix du spot, c'était clean, etc. Pour éviter que ce soit le foutoir s'il lançait un ETF. Donc pour moi, on est très 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 loin, à mon sens, actuellement, d'un ETF Solana. Et je pense que en fait, tous les arguments à court terme sont sur Ether. Alors ça n'empêche pas la conviction fondamentale que j'ai sur Solana. Je pense toujours que Solana ira plus haut. Je pense toujours que Solana a un écosystème qui est vraiment intéressant et que en fait c'est le royaume de la DeFi maintenant, ou le royaume des mèmes tout court. Du paiement. Et que c'est vraiment efficient, mais juste d'un point de vue purement spéculatif et performance, je pense que Ether va surperformer Solana et c'est pour ça que j'ai vendu mes Solana pour de l'Ether. Donc après, je suis prêt à changer encore une fois de position, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc gros rejet sur Solana et on voit que ça manque de peps. Et je pense que naturellement, il y a aussi des gens qui ont fait comme moi, qui ont vendu leur Solana pour de l'Ether parce qu'ils se sont dit que ça a mieux performé. Et donc forcément, ça amène aussi de la faiblesse sur Solana, quoi. Donc toujours bull sur BTC, même si je pense qu'on peut avoir davantage de consolidation et encore un petit retracement pour trouver un bottom. Sur Ether, je pense qu'on peut aussi avoir davantage de consolidation. Mais plus on se rapproche d'une estimation précise de quand les ETF seront tradables et listés, plus je pense que le prix s'appréciera. Je suis un petit peu
je suis un peu chagriné par la dynamique de marché dans le sens où on a eu beaucoup de news qui sont très positives et pour l'instant le marché ne semble pas être à fond dessus. Bon après voilà, on va pas se le cacher, bon BTC est passé de 16K à 75K, ETH sur ce pump là il est passé de 2900 $ à 4000 $, donc le marché s'est apprécié. Mais je pensais qu'on aurait beaucoup plus de momentum à court terme et ça n'a pas été le cas. Et quelque chose aussi qui pour moi marque le fait que le marché est plus faible sur Glassnode ici, c'est le fait que en fait, la capitalisation des stablecoins, donc si tu regardes en fait depuis un mois, on n'a quasiment pas d'émission de stablecoin. En fait, on est à peu près à 149,8 milliards de stablecoins. Donc il y a un moment on était à ce prix-là et là on est à 150,27 milliards. Donc en soi, on n'a quasiment pas eu d'impression depuis un mois. Et je pense que ça se ressent directement sur le graphe. En fait, en soi, l'émission de stablecoin, ça montre la demande qu'il y a pour ce marché-là. Parce que s'il y a plus de gens qui mettent de l'argent dans le Ponzi, qui mettent plus de fiat dans le système, etc., à ce moment-là, Tether, Circle, etc. ont besoin d'émettre des stablecoins pour faire face à la demande et permettre aux gens d'échanger simplement leur crypto contre une sorte de dollar. Mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas d'émission. Du coup, moi, ce que ça montre, c'est qu'il y a une sorte de ralentissement de la demande. Ça ne m'étonnerait pas que ça reprenne, évidemment. Hein. Je pense très fortement que ça va reprendre. Mais pour moi, ça, c'est un des signes actuellement qui fait que, voilà, c'est pas ouf, quoi. Donc, je pense qu'on sera un peu plus optimiste à partir du moment où on aura une reprise de l'impression des stablecoins et que ce sera forcément une sorte de signal de demande pour ce marché-là. Pour l'instant, depuis un mois, ça stagne et c'est pas super ouf. Je te fais une parenthèse, Léo. J'étais en train de regarder mes jetons et le Sharky a fait x2,7 aujourd'hui. Après avoir fait moins 90%. Du coup, d'un point de vue TradFi, on a aussi des choses qui sont assez intéressantes et j'en avais fait un tweet en fait. Mais en fait, si vous regardez sur le S&P, on a rebondi de zinzin. En fait, à la dernière clôture, donc le 31 mai. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que, en fait, les cryptos étaient d'une certaine manière corrélés sur la baisse qu'on a eue. Donc, on a eu l'ouverture du marché ici sur le S&P, le pump, ensuite le dump. Donc, on va en orange BTC. On a vu que BTC a clairement suivi sur la baisse, mais sur le rebond, en fait, sur le S&P, on a fait un sommet beaucoup plus haut que le précédent. Là où, en fait, sur BTC, on n'a toujours pas dépassé ce sommet. On est bien plus bas. Donc, ça montre qu'il y a une certaine faiblesse. On est vraiment des merdes. Bon, après, quoi qu'on en dise, on n'arrivait pas à performer et on a bien suivi après sur le reste de l'année. Hein. Donc, c'est pas un signe ultra important, mais voilà, je trouvais que c'était quand même assez intéressant de le montrer. Et un truc que j'ai noté et que j'ai regardé en voyant les news, c'est que la Banque Centrale Européenne va probablement réduire ses taux d'ici le 6 juin. C'est une rumeur ? 82 économistes. Donc en gros, ils estiment qu'il y aura 2 autres réductions de taux en septembre et en décembre. Donc 3 baisses de taux cette année pour la BCE. Les marchés financiers n'anticipent que 2 baisses de taux au total en 2024 contre 6 prévues en début d'année. La BCE devrait baisser le taux de dépôt de 25 points de base à 3,75% en juin. La BCE pourrait réduire le taux de dépôt de 150 points de base à 2,5% dans le prochain Ça freeze, cycle. je crois, parce que tu as l'air de cliquer sur quelque chose. Ouais, mais c'est l'écran qui bouge pas. Ah, c'est normal, je regarde des notes que je me suis mis sur le côté. Pardon. Et voilà, donc en gros, a priori, la BCE irait baisser ses taux très prochainement. Du moins, c'est ce que le marché et les économistes pensent. Et du coup, d'un point de vue européen, on serait avant-gardiste sur ça, parce que la Fed, de ce que j'ai compris, n'a pas prévu de baisser les siens cette année. Donc, je sais pas si le pump qu'on a eu ici, il est lié à ça. Je sais pas du tout. La news date du 29 mai, donc c'était même pas le même jour. Hein. Donc, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est lié, qui est associé. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Et donc, peut-être de l'argent moins cher, de l'argent plus accessible. Des gens qui ont envie de prendre plus de risques, des instituts qui ont envie de prendre plus de risques. Donc je pense que ça va être assez intéressant à surveiller. Évidemment, il va falloir attendre la Fed, hein, parce qu'en soi, la Fed et l'économie américaine et le dollar dominent. Mais voilà, je pense que c'est un signe assez intéressant et j'aimerais bien voir si ça impacte le marché ou absolument pas. Ou est-ce que c'est uniquement la Fed qui aura un réel impact sur le marché crypto ? Dans le chat, ça veut dire quoi du coup baisser les taux pour ceux qui ne savent pas encore En gros, c'est les taux directeurs, donc c'est les taux auxquels en fait on peut emprunter. Donc les taux directeurs, c'est les taux minimaux. Et donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que en fait actuellement, ça coûte hyper cher
d'emprunter de l'argent, mais lorsque la BCE baissera ses taux, en fait, ça permettra d'emprunter de l'argent pour moins cher, en réalité. Donc, ça voudrait dire que le cash est plus accessible, que tu peux prendre plus de risques et qu'il y aura plus d'argent disponible, effectivement, dans les marchés. Et relance de l'économie, ouais. Notamment pour te sur dire, on avait l'immobilier. des taux négatifs il y a 3-4 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu étais payé à emprunter de l'argent. Là, tu payes extrêmement cher le fait d'emprunter de l'argent. Et du coup, l'objectif, c'était aussi de calmer l'inflation, faire en sorte que l'économie se calme un peu, pour derrière revenir à une inflation qui est plus faible et éviter qu'on parte sur une inflation qui est durable et qui est assez haute. Mais le résultat, au final, c'est qu'ils voulaient réduire à moins de 2% l'inflation. Et je crois qu'au final, on stagne à 2,5-3% en zone euro. Faudrait que je regarde, hein, mais de mémoire, l'inflation est prévue à 2,5% ce mois-ci et ne devrait pas atteindre l'objectif de 2% avant le trimestre 3 2025. Donc voilà. Donc ils sont un petit peu revenus sur leurs paroles. À un moment, il y avait un peu une sorte d'esprit coûte que coûte. On ne baissera pas les taux tant que l'inflation n'aura pas baissé drastiquement. En tout cas, en Europe, voilà. Baisse de taux à venir. Par contre, du côté US, ça va prendre plus de temps. Donc ça, c'était pour BTC, Ethereum, Solana, TradFi. Peut-être faire un mini point sur le market cap. Sur le market cap crypto, pour moi, on est vraiment entre deux bornes. Celle-ci, globalement ici, c'est là où on avait de la grosse résistance ici avant de push et d'avoir une sorte de déviation. Et cette zone ici, sur laquelle on a trouvé du support avant de run et qu'une servait de support avant de nous doom. Là, pour le coup, on voit qu'on est sur une énorme zone de résistance. Pourquoi j'ai tracé deux lignes? Parce qu'il y a celle-ci en weekly, mais en mensuel, celle-ci est plus pertinente. Et du coup, voilà, on voit qu'on clôture sur des niveaux qui sont hyper clés. Si on commence à déborder et utiliser cette zone ici en tant que support, à ce moment-là, je pense qu'on partira en mode Gigamoon et phase verticale. Mais pour l'instant, vigilance. Et d'un point de vue plus altcoin, qu'est-ce qui a performé cette semaine? Eh bien, on voit qu'on a Notcoin qui a bien performé. T'expliquais que justement, c'était un projet qui était build sur Telegram. Une sorte de truc sur lequel tu pouvais farmer des jetons en cliquant dessus. Donc voilà, moi, très honnêtement, j'ai rien suivi, ça m'intéresse pas nécessairement. Peut-être que je devrais faire davantage mes Telegram, recherches, peut-être, mais, ouais. Je sais pas du tout, hein, honnêtement. Mais voilà, ça m'intéresse pas énormément. On a vu Brett, un shitcoin, quoi, de ce que je comprends, sur Base, si je me trompe pas, voilà, Base. Memecoin, ouais. Voilà, Memecoin. Justement, je sais pas ce que c'est. Et après, tout le reste, c'est très timide, quoi. T'as Hondo qui a bien performé. T'as Arweave, dont je vous parlais déjà la dernière émission. Ouais. Je vous avais parlé de Tensor aussi. Tu te souviens, la dernière émission, je crois que c'est la dernière ou celle d'avant. Je disais que je trouvais ça très intéressant de voir cette sorte de consolidation. Et on a fait quasiment x2 sur le prix. En fait, je sais pas, je dis ça à voix haute parce que c'est un petit 50%. Sentiment qu'on va voir se confirmer dans les jours et semaines qui viennent. Mais j'ai l'impression que tous les jetons qui sont sortis récemment et qui ont fondu, et que ce soit des projets suite à des airdrops ou des projets qui devaient sortir depuis très longtemps, sont en train de reprendre un peu de valeur, que ce soit du Wormhole, ça, etc. Ils avaient pop tellement haut, en fait. Ouais. Ils sont sortis tellement haut que en fait, juste le marché a attendu. Mais après, là, tu vois que Wormhole, c'est dans les top performers sur les 7 derniers jours avec plus 14%. Tu les vois sur le graphique? Ça montre à quel point le marché est faible. Hein. Mais oui, clairement, je trouve ça intéressant de voir ce genre de consolidation. Après une méga hype, une valorisation de fou malade, là on commence à revenir à quelque chose peut-être d'un peu plus rationnel. En tout cas, le marché est en découverte de prix, tu vois, parce que il avait quasiment jamais pricé ses prix jusqu'à maintenant. Donc c'est intéressant, même par exemple les Stark qui ont vraiment fondu. Et bah moi je les surveille parce que genre c'est des trucs qui ont fait quoi, moins 60, moins 70% depuis le listing, ou peut-être moins 50% overall. Et maintenant, moins de gens en parlent, c'est peut-être un peu moins hype. Par contre, le prix commence à arriver sur une phase un petit peu plus de latéralisation après une belle correction, quoi. Donc, moi, typiquement, c'est le genre de choses qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je regarde un petit peu voilà, tous ces coins qui sont sortis, comme tu l'expliquais, avec de la hype. Et qui maintenant n'intéressent plus trop les gens parce que les gens ont eu leur airdrop et ils sont en mode nique sa mère. Sauf que les vendeurs l'ont déjà vendu. Sauf que tu as des bons jetons, en tout cas des belles techs, des beaux projets qui ont sorti leurs jetons. Et du coup, faut les garder parce que je pense que certains garderont une place importante. Après, est-ce que Stark performera? Je sais pas. Est-ce que Wormhole performera? Je sais pas. En fait, il y a tellement de concurrence, tellement de projets similaires, etc. qui vont, eux, sortir que c'est compliqué. Mais après, si tu as des gros projets qui sortent et qui sont ultra bien catalysés, peut-être que ces derniers essaieront de se rattraper et de suivre un petit peu la tendance qu'il pourrait y avoir sur un secteur. Donc voilà, mais sincèrement, cette semaine, pas très
pas Plus très calme. intéressé par. Plus calme que d'habitude. Enfin, tu vois, ce qui pump, ce qui sort du lot, c'est un plus 14% sur Wormhole. Le truc, tu vois même pas sur le graphique. Et en vrai, sur tout le reste qui pump, dans le top 100, je veux bien dire, hein, c'est du meme coin, quoi. Donc, ça me fatigue. Après, je suis pas dedans, donc forcément, ça me met pas de bonne humeur d'une certaine manière. Ouais, c'est un peu ça. Et je vois qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui ont pu en profiter. Mais ouais, pas trop ma cam, et j'avoue que cette semaine, ça a été un peu plus calme. Donc pour moi, c'est à peu près tout. Hein. Sincèrement, je vois toujours Ether prendre plus de place, et je pense que ça amènera plus d'intérêt sur les altcoins, mais pas avant déjà une belle performance d'Ethereum. Bah, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir du ZK qui arrive sur Optimism et Arbitrum, de plus en plus de projets autour du ZK, etc., qui ont facilité l'interopérabilité, des jetons qui vont sortir, des beaux jetons qui vont sortir prochainement, la fusion ASI qui arrive, Starknet qui va mettre à jour son écosystème aussi, donc qui va booster les performances de son séquenceur et donc de son roll-up de manière générale. On a un article sur toute la roadmap et l'explication de la roadmap qui arrive. Hein. C'est en cours de validation par la fondation Starknet. Non, franchement, il y a des trucs pas mal. J'espère qu'on retrouvera un petit peu cette dopamine qu'on aime tant sur ces marchés. Ça manque un peu. Mais je pense que En fait, on est accro à ça. Hein. On a eu un pump de 20% une journée sur Ether. Bon, elle vient quand la nouvelle dose, quoi. C'est ça. Mais voilà, je suis désolé les potes si j'ai pas été plus complet que ça sur la partie technique, mais la réalité c'est que moi je me concentre sur mes positions. En une semaine, il s'est pas passé grand chose d'un point de vue prix, et j'ai pas envie de sortir des trucs de mon chapeau pour vous sortir d'un truc de mon chapeau, et c'est pour ça que des fois je publie pas de vidéos. Après, il y a plein de cryptos à analyser, il y a plein de trucs que je pourrais dire, etc. Mais j'ai pas envie de vous montrer genre 20 000 indicateurs pour vous montrer 20 000 indicateurs et brasser du vide, tu vois, brasser du vent. Donc voilà, de toute façon, il y aura d'autres émissions plus complètes sur la partie technique. Et moi, ma conviction sur Ether est toujours forte. C'est la majorité de mon bag. Et parmi les très gros influenceurs, apparemment, je ne suis pas le seul. Donc, je n'en dirai pas plus. Écoute, on est pas mal. Hein. J'ai remarqué qu'on a un petit détecteur quand on est aux alentours des 2 heures d'émission. Le chat se met à miauler. C'est un petit peu. Ouais. C'est le warning. des 2 heures. C'est pas mal, ça fait une belle émission. Comme d'habitude, vous avez tous les liens utiles en description, que ce soit le compte à crypto, que ce soit les trucs qu'on vous a présentés aujourd'hui. Les interviews que j'ai sorties. Les interviews, etc. On vous balance tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. On se retrouve très vite avec bientôt un cours complet pour faire venir vos potes sur ce marché. Parce que ce marché a encore de belles choses à nous montrer, je pense. À plus les potes. Ciao.